l'idée, c'est de te faire quoi? C'est d'avoir une pratique de vie, des rituels de vie, une façon de manger, une façon de considérer les choses pour être en adéquation avec un équilibre dans ton corps. Et c'est d'ailleurs la même chose dans le yoga. Ah, t'es croque-mort? Ouais, ben non. Et c'est vrai que, bizarrement, le milieu du funéraire, c'est pas un milieu de la mort, c'est le milieu de la vie, vraiment, des vivants, face aux morts. Puis bon, c'est vrai qu'il y a toujours aussi toute cette dimension qui peut être spirituelle, qui peut être fantastique, hein, voilà, parce que bien sûr, il y a toujours des légendes. La spirothérapie, c'est à peu près une cinquantaine de méthodes respiratoires. Et on va l'utiliser de façon en fonction des vertus qu'elles ont, et on va les considérer pour faire des séances de spirothérapie, donc de thérapie par le souffle, hein, parce que spiro ça veut dire souffle, thérapie, thérapie. Et le gras organique, eh bien, on perd 80% à travers l'expiration. Bonjour, je suis Nathalie, bienvenue sur Ondes Lumineuses, le podcast qui éclaire le monde du bien-être et de l'ésotérisme. Ici, des experts passionnés partagent leur parcours, leurs méthodes et leurs conseils à travers des échanges sincères et sans filtre. Que vous soyez initié ou curieux, laissez-vous inspirer par ces âmes lumineuses et leurs bonnes ondes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir à mon podcast Samuel Ganès, qui est notamment thérapeute ayurvédique, instructeur de yoga et spirothérapeute. Il va nous faire découvrir l'Ayurveda, médecine ancestrale traditionnelle indienne, qui vise à harmoniser le corps, le mental et l'esprit. Grâce à son programme basé sur l'équilibre des doshas, ces énergies propres à chacun, il va nous expliquer comment améliorer notre santé et notre bien-être. Bonsoir Samuel. Bonsoir Nathalie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Plaisir. Peux-tu te présenter? Alors, très rapidement, je m'appelle Samuel Ganès. À la base, je suis instructeur de yoga. Enfin, en tout cas, je suis rentré dans cette culture védique par le yoga, que j'ai commencé assez jeune, parce que j'étais très attiré par l'Inde en général. Après, j'ai fait un petit peu de yoga. Ensuite, j'ai fait de la respiration, parce que j'ai fait le conservatoire d'art dramatique. On revenait beaucoup sur la respiration, et donc des pranayamas, des contrôles du souffle. Et puis, vraie pratique dans la vingtaine du yoga. À la trentaine, interrogation, et tout le monde me dit « Oh, mais deviens prof de yoga ». Je deviens prof de yoga. Et puis, dans cette trentaine, là, les choses s'ouvrent, et d'un seul coup, je vais en Inde, je découvre du coup l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. J'y retourne tous les ans, au point qu'à un moment, je dis « Oh, faut que je me forme ». Je me suis formé là-bas. Entre-temps, j'ai développé aussi la spirothérapie, qui est la thérapie par le souffle, donc en fait toute une considération du souffle thérapeutique, donc comment il fait du bien, et surtout comment on peut le considérer d'un point de vue, on va dire, scientifique et médical un petit peu, hein, sans être non plus des médecins, mais en tout cas, on sait ce que fait chaque respiration, voilà, on le travaille comme ça dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que souvent je dis que je suis un peu un thérapeute védique, c'est-à-dire j'utilise le yoga, l'ayurveda, les pranayamas, dhyana, la méditation, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui finissent en A en fait, qui viennent de l'Inde, de la culture védique ancienne, donc une culture qui a à peu près 3-4 000 ans. Et D'ailleurs, tu as sorti un livre, Mon coach Ayurveda, où tu as un programme sur mesure pour prendre soin de sa santé physique, émotionnelle et spirituelle. exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'Ayurveda, les principes fondamentaux de l'Ayurveda? D'accord. L'Ayurveda, en fait, c'est intéressant parce que c'est une science vraiment millénaire déjà. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y avait déjà une considération à la santé. Il y a déjà à peu près, allez, on va dire 3-4 000 ans, puisque les premiers textes, hein, comme la Therva Veda, c'est aux alentours de moins 1005, moins 2000 ans, c'est pas, enfin, il y a des choses qu'on date pas tout à fait. Puis on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de transmission orale avant les premiers Védas, qui sont les premiers écrits de l'humanité, enfin, qui font partie des premiers écrits. Mais on parle déjà de l'Ayurveda et de certains concepts. Et puis après, ça va beaucoup évoluer au fil du temps et assez rapidement. Donc l'Ayurveda, Ayur en sanskrit, la langue indienne ancienne, qui veut dire donc la vie, Ayur, et Veda qui veut dire la science, la connaissance. Donc c'est la connaissance, la science de la vie, qui est pour moi, selon moi, une des meilleures définitions de ce qu'on pourrait appeler la médecine. Et en fait, ça va être tout un corpus de choses qu'on va mettre en place selon une certaine vision, une considération, on peut en venir avec les doshas, d'une personne.
et de son environnement, surtout parce que la personne n'évolue pas sans son environnement, donc on prend aussi en considération son environnement, tout ce qui va avec. Et donc c'est vrai que ce qui est bien avec l'Ayurveda, c'est une considération qui est globale, qui est souvent ce qu'on appelle holistique dans le milieu du bien-être, et ça plaît beaucoup. Alors ce qui plaît moins, c'est qu'il y a beaucoup d'huile, beaucoup de choses, donc quand on a des cheveux longs, voilà, on n'aime pas trop mettre des huiles partout, mais bon, si on aime les huiles, normalement l'Ayurveda, on y adhère assez facilement, mais il n'y a pas que les huiles. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que moi, j'ai vraiment évolué avec l'Ayurveda depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que ça sort tout doucement voilà, parce que il y a quelques années où vous parliez Ayurveda, les gens, ils voyaient la Abhyanga, le massage Abhyanga, ils voyaient les huiles, tout ça, et blablabla. Les gens disaient, oh non, non, il y a trop d'huile, il y a trop de machin. Et puis, c'est vrai que l'Ayurveda est un petit peu sorti des choses. On a vu petit à petit des compléments alimentaires qui prenaient des plantes ayurvédiques comme Oui, la l'ashwagandha. la la pharmacopée maintenant est très présente dans beaucoup de pharmacies. Exactement. Alors qu'il y a encore 10 ans, on vous parlait d'ashwagandha, vous savez pas du tout ce que c'était. Et puis même les rituels, il y a beaucoup de rituels, alors qui sont aussi très couplés avec les rituels du yoga, hein, parce qu'en règle générale, les kriyas du yoga, qui sont donc souvent des nettoyages à base d'eau, on retrouve donc les mêmes avec la base d'huile. C'est souvent ce que je dis, et c'est assez intéressant de considérer la culture du yoga et la culture de l'Ayurveda, parce que ce sont deux cultures, même si elles se regroupent sur certaines choses, elles sont aussi opposées parfois. Par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la diététique, c'est-à-dire que l'Ayurveda, la nourriture ayurvédique est diététique, tandis que la conception de la nourriture selon le yoga, et on va dire surtout d'après les derniers textes du yoga, comme le Yoga Sutra, il est plutôt ascétique. C'est-à-dire qu'on va D'accord. essayer de manger le moins possible, le moins lourd, tout ce qu'on appelle sattvik, donc boire beaucoup d'eau, des fruits crus, beaucoup de crus. À l'inverse, le yoga est anti-cru. Le yoga, il faut chauffer pour que ce soit bien digéré. Et puis l'Ayurveda, bien sûr, on est dans le ghee, on est dans le lait, enfin, dans tout ce qui va être attrait aux animaux, le miel aussi. Et ça, normalement, le yoga qui tente à être plus ou moins vegan de plus en plus. Bon, après, ça dépend si on suit ou pas les fameux interdits du Yoga Sutra. Mais et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est pas tout à fait pareil. Et en même temps, c'est pareil puisque on va dire que le sport de l'Ayurveda, c'est le yoga. Et d'ailleurs, on peut le dire, hein, le yoga, ça a vraiment été la première considération d'une activité physique de l'homme, en tout cas pour ce qu'on en connaît aujourd'hui. Peut-être qu'on va découvrir un jour plus tard un sport qui était là avant. Et c'est vrai que le travail du corps avant était un travail du travail, c'est-à-dire le travail de la terre, on labourait, on courait, on faisait des choses, mais qui étaient pour le travail de la terre. On n'était pas, on se disait pas, je faisais ça pour que ça me fasse du bien. À l'inverse, le yoga, vraiment, on était là. Et il faut quand même le considérer aussi, le yoga, à la base, est une science de pratique posturale assise. Hein, quand on a le mot en sanskrit, la posture, c'est asana. Asana, ça veut dire le fait de s'asseoir. Et ça, peu de gens Tu as le tu as savent aussi. aussi, le yoga assis également que tu as écrit? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on m'a demandé de faire un livre sur le yoga et j'ai dit non. Parce qu'il y a tellement de livres sur le yoga, puis il y en a tellement des très bons qui ont été faits. Donc je me disais: «Qu'est-ce que je peux faire?» Et puis c'est vrai que en penchant un peu sur les livres de yoga assis, on avait plus de la gymnastique assise, pour personnes âgées ou quoi, ce qui est très bien. Mais je trouve que c'était pas vraiment adapté pour les gens à mobilité réduite. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment faire une science de yoga assise pour les gens à mobilité réduite. Je suis en surpoids, j'ai des problèmes d'articulation, je suis même peut-être paraplégique. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc, c'est en ça que j'ai fait ce livre l'année dernière, effectivement, le yoga assis. Et l'idée, c'était aussi de proposer un yoga donc pour les personnes à mobilité réduite et à travers vraiment la culture védique. C'est-à-dire que toutes les postures sont des noms en sanskrit, et on a aussi des pranayamas, donc des contrôles du souffle, et du dhyana, de la méditation. L'idée, c'est d'avoir aussi cette triade des trois pratiques, donc à la fois du psycho, du soma et du spiro. Puisque le spiro, spirale, c'est ce qui se répète, donc c'est ce qui est le souffle, puisque spirothérapie, donc spiro, ça veut dire le souffle. C'est aussi tout ce qui est spirit, et donc Oui, ça peut être c'est aussi les 3 axes, voilà, c'est les 3 axes souvent que je travaille beaucoup effectivement dans mes écrits de transmission, et le soma et le psycho, donc le mental, qui est aussi très important. Donc pour revenir à l'Ayurveda, il y a plein de choses possibles, par rapport à la considération bien sûr des doshas, mais en règle générale, l'idée c'est de faire quoi? C'est, d'avoir une pratique de vie, des rituels de vie, une façon de manger, une façon de considérer les choses pour être en adéquation avec un équilibre dans ton corps. Et c'est d'ailleurs la même chose dans le yoga, on essaye de vaincre, enfin de combattre plutôt le déséquilibre.
Voilà, l'idée, c'est que les choses dans la vie de tous les jours nous déséquilibrent sans cesse. Et c'est ce déséquilibre-là qui rapporte une forme de pathologie, d'état pathologique, voire même parfois chronique. Et donc, l'idée, c'est comment on peut faire pour désamorcer ce déséquilibre-là ou pallier au mieux. Ce que j'aime avec l'Ayurveda aussi, c'est que on n'est pas... Alors, c'est ce que je dis souvent aux gens que je forme, soit en spirothérapie, soit en Ayurveda, c'est penser toujours rond, pas carré. Même si effectivement l'Ayurveda a tendance des fois à mettre les choses un peu dans des cases par rapport au dosha, on est comme ci, on est comme ça. Et ça plaît beaucoup aux occidentaux, parce que ça fait un peu toujours les tests qu'on a dans les magazines féminins, là, ah, je suis plutôt en exomorphe, ectomorphe, mésomorphe. Ça Voilà. permet aussi de suivre ton programme aussi. Ça permet aussi selon, son dosha de Oui, oui, mais il faut pas tomber dans l'illusion que c'est une science de vie carrée. Ça reste rond. Et puis surtout, c'est que ça n'interdit jamais. C'est-à-dire, ça dit, ah, attention, faites un peu plus ça, faites un peu moins ça, mais ça dit pas ah il faut pas le faire. Voilà. mmh. Bien sûr que faire moins ça, si ça peut ne pas le faire, c'est bien. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a une espèce d'adaptabilité qui est très bonne. Et moi, qui est par exemple un peu touché du doigt un travail aussi sur l'addicto, parce que l'addiction c'est quand même aussi le mal de notre nouveau siècle. Hein. Alors il y en a plein, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de cerveaux malades dus à l'addiction, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que je pense que l'addiction c'est un des combats les plus intéressants à considérer dans le bien-être. Et donc à partir de là, vous verrez dans toutes les personnes qui font de l'addicto, vont vous dire le répressif ne marche pas. Ça ne sert à rien de dire faut interdire, c'est pas bien, parce qu'en fait tout de suite la personne qui est dans une forme d'addiction va se décoller de vous. À l'inverse, c'est dans le permissif, de dire ok, alors là où est ta souffrance dans cette addiction? Qu'est-ce qu'on peut réduire pour que tu souffres moins? Qu'est-ce qu'on peut augmenter pour que ça aille mieux? Enfin voilà. Et ça, c'est intéressant. Et l'Ayurveda est vraiment comme ça. C'est pour ça que je crois que j'ai aussi un amour pour cette culture, mais qui est la même chose que l'Inde. Quand vous allez en Inde, des fois, nous, les Occidentaux, on demande des choses, et puis les Indiens, ils sont toujours en train de dire, si tu veux dire oui, bah oui, bah, si tu veux. Enfin, c'est pas un oui sec, c'est pas un oui, c'est un oui, bon, ça peut être bien, mais après, si tu n'y arrives pas totalement, c'est pas grave. Essaye, on verra. Et j'aime cette espèce je sais pas si c'est de la sagesse, je sais pas si c'est je sais pas, mais j'aime ça. En fait, j'aime cette nature-là, qui est pas aussi dictatoriale, pas aussi, voilà. Mais ça va tout à fait avec ce qu'est l'Inde, même l'hindouisme, quand on considère les religions, l'hindouisme est beaucoup plus permissif parce que animiste, parce qu'il y a plein de divinités, il y a une divinité pour ça, pour ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mythe, du rêve. Dès qu'on rentre dans les religions monothéistes, qui sont aussi plein de mythes, hein, il y en a dans les écrits, tout ça, il y a des choses très mythiques aussi, mais on est dans quelque chose qui est plus dogmatique. Ça, c'est interdit. Ça, faut pas le faire. Ça, faut le faire. Et on a dans une espèce de roquette, là, qui est pas content. Et à l'inverse, je trouve que l'Ayurveda, c'est plutôt une espèce de sagesse. Tu veux? Ok, tant pis. Mais ça fait partie de la culture. Ça fait vraiment partie de cette culture-là. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, en gros, c'est comment on va prendre soin de soi, en essayant de prendre conscience de qui on est, dans quel environnement on est, et qu'est-ce qu'on fait qui nous fait du bien et qui nous fait pas du bien. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut réduire et qu'est-ce qu'on peut augmenter pour que ça aille mieux. Et est-ce que tu as une routine, quotidienne, des rituels du matin et du soir à nous conseiller? Ma morning routine. C'est le truc à la mode, la morning routine. Bah, tu sais que moi, j'essaie de ne pas en faire. Tu sais, à un moment, j'avais fait des vidéos en me disant, ouais, je vais faire ma morning routine. Et puis, je trouve ça tellement, en fait, c'est terrible parce que j'ai du mal à rentrer dans ces cases de ce qui se fait dans le bien-être aujourd'hui. Alors, j'arrive très bien à le dire, hein, dire ce qu'on peut faire le matin, c'est très bien. Mais j'ai vachement de mal à travailler sur les médias. C'est pareil. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime autant les podcasts, parce que les podcasts, il faut prendre le temps de les écouter. Il y a des choses qui se disent, et c'est vraiment l'inverse des vidéos TikTok, de ça, où il va falloir en 20 minutes, si t'as pas fait rire, si t'as pas créé une forme d'émotion, on lâche. Et ça, c'est très mauvais pour le cerveau. À l'inverse, les gens qui prennent le temps de se poser, d'écouter, bah voilà, ça pour moi, c'est un peu mieux. Alors, pour la morning routine. Alors, si on veut suivre l'Ayurveda, parce qu'on va faire, c'est que c'est pas moi ce que je vais vous conseiller, c'est ce que vous conseille l'Ayurveda, d'accord? Elle dit qu'en gros, ce qui serait bien, si vous pouvez, c'est de vous lever tôt le matin et si possible avant le lever du soleil. En fait, il y a une très ancienne considération du temps qu'on appelle les muhurtas. Les muhurtas, c'est un peu ce qu'on pourrait dire des heures, nous. Nous, les heures, on en a 24 dans une journée. Les muhurtas, il y en a 30. Et c'est intéressant parce que le muhurta a un temps de 48 minutes, pas de 60. 48 minutes. Et 48 minutes fois 30, ça fait 24 heures. Et c'est d'ailleurs pour ça que normalement une pratique, quelle qu'elle soit, elle doit durer à peu près 48 minutes. Et c'est pour ça que souvent une séance de yoga qui dure 1 heure, on a toujours l'impression qu'il y a 10 minutes, un peu de flottement qui servent à rien, parce qu'en fait vraiment la base c'est 48 minutes. Et
ces 48 minutes, elles sont donc découpées, il y en a 30 dans une journée. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, parce qu'il y a un rapport aux astres et tout ça, c'est que tout fluctue beaucoup avec les astres. Alors, en Inde du Sud, où est l'Ayurveda, le soleil se lève et se couche entre 6h et 6h30, l'été ou l'hiver, d'accord? Enfin, il n'y a pas vraiment d'été ou d'hiver, mais ce que je veux dire, c'est que de périodes opposées de l'année, il va y avoir 6h et 6h30, ou 18h, 18h30 pour lever le coucher du soleil. Donc, c'est pas une amplitude de changement énorme. À l'inverse, nous, ah, bah, oui, on est à 16h30 en plein hiver, hein, on commence à avoir vraiment une bonne nuit à 16h30, 17h. Et puis à l'inverse, bah, il va faire jour jusqu'à 22h, 22h30. Et c'est marrant parce que quand j'ai dit ça à la personne qui m'a, le médecin qui m'a formé en Inde, et il en revenait pas, il ne pensait pas que ça existait. Il me dit, mais vraiment? J'ai dit, oui, oui. Puis j'ai dit, le matin, c'est pareil, on a des amplitudes qui changent beaucoup. Et il me dit: «Oh là là, vous pouvez être que malade avec ça, c'est pas possible, c'est très irrégulier, c'est pas bon du tout pour le corps et tout». Et c'est vrai, je pense, et je pense qu'il a pas tort parce que voilà, ça bouge beaucoup tout le temps, toutes les saisons. D'ailleurs, on le voit, beaucoup de gens se plaignent avec le changement d'heure. Et donc du coup, ça fluctue comme ça. Mais en gros, les muhurtas, l'avant-dernier muhurta, c'est-à-dire 1h36 avant le lever du soleil, donc c'est-à-dire 48 minutes 2 fois avant le lever du soleil, on a un muhurta bien précis qui s'appelle le Brahma Muhurta, le muhurta de Brahma. D'accord, le Brahma qui est un petit peu dans l'hindouisme moderne, l'ancien, le dieu primordial, même si dans l'hindouisme ancien c'était Indra, mais là c'est Brahma. Et en fait, le Brahma Muhurta, on dit que c'est le temps où il faut pratiquer. Donc ça veut dire que normalement 1h36 avant le lever du soleil, même avant, parce que normalement il faut faire ses rituels du matin, il faut être propre, et ensuite il faut faire sa pratique de yoga. D'accord? Quand je dis pratique de yoga, j'englobe pranayama, asana, dhyana. D'accord? Les respirations, les postures et la méditation. C'est pas juste que le côté physique et postural. Et donc, pour revenir à ça, donc il faut normalement se lever avant le lever du soleil. D'accord. Pourquoi? Parce que avant le lever du soleil, c'est avant 6 heures, c'est-à-dire en gros entre 2 heures et 6 heures du matin, on est dans un temps de vata. Et donc on dit que quand on se réveille dans ce temps-là, on se charge de vata, ce qui permet d'avoir de l'énergie en début de journée. Ce qui veut pas dire que vous en avoir toute la journée, mais en tout cas c'est une bonne chose. Et puis il y a aussi le fait que c'est une recette vieille comme le monde, mais si vous levez tôt, vous allez automatiquement vous coucher un peu plus tôt. C'est déjà une bonne chose pour les gens qui sont un peu insomniaques, qui ont du mal à s'endormir le soir. Et on peut le dire, si vous vous levez tôt, au bout d'un moment, le rythme va faire que ça va casser un peu les choses et vous allez commencer à vous coucher un peu plus tôt. Donc ça, c'est la première chose. Se lever tôt. Et puis, il y a aussi une chose qui est très simple, c'est que le lever du soleil, c'est quelque chose de, voilà, en soi déjà, ne serait-ce que voilà, ne rien faire, regarder le soleil se lever, c'est déjà une méditation en soi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Enfin, moi, j'adore ça. Alors, le matin, c'est vraiment que l'aurore, c'est pour moi quelque chose qui est très sacré, qui a quelque chose de très fort. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire après? Bah, on se lève tôt déjà, voilà. Donc normalement, les gens vont aux toilettes, hein, quand ils se lèvent, c'est la première chose. Ils peuvent caresser le petit chien, le petit chat, ou dire bonjour à leurs enfants. Donc la communion avec les autres, avec ceux avec qui on vit, hein, le retour de l'amour, tout ça, l'affection, la considération, parce que la considération à l'autre, elle est intéressante déjà d'un point de vue scientifique, on le sait. Quand on regarde quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, on a déjà un taux de sérotonine qui monte. Et la sérotonine, on sait que c'est quelque chose qui régule les humeurs, c'est très bon pour le mental. Donc, c'est une chose qui est importante. Et des fois, juste le matin, caresser son petit animal domestique ou lui parler ou quoi, déjà, c'est très réconfortant pour le cerveau. Ensuite, on va passer à la salle de bain et là, on va rentrer dans les vrais rituels et ce qu'on appelle les kriyas. On dit kriyas parce qu'on va prendre la culture du yoga, mais bon, voilà, on pourrait aussi avoir les mêmes dans l'Ayurveda. On va se racler la langue avec un gratte-langue, d'accord, pour enlever la couche supérieure qui va squamer. Donc on peut avaler, donc il va être plein de bactéries, parce que les bactéries se mettent là pendant la nuit, hein, ils sont très contents, donc il faut mieux les enlever par devant que les avaler et les avoir dans l'estomac et que ça soit une surcharge. On va se brosser les dents, bien sûr. On peut associer à ces deux rituels, qui sont la Haridoti et la Dantadoti, le gant de douche, qui lui est pleinement ayurvédique. Le gant de douche, c'est le bain de bouche à l'huile. Alors, en gros, tous les rituels sont un peu les mêmes en yoga et en ayurveda, sauf que c'est ce que je dis souvent, le yoga, c'est de l'eau, parce qu'à la base, c'est pour les ascétiques, donc c'est des gens qui n'ont pas de maison, qui sont dehors, hein, les sadhus. Voilà, c'est très marrant d'ailleurs souvent de considérer que le yoga normalement est une pratique de pauvres, on va dire, de gens qui se dépouillent de tout. Et donc, ils vont dans l'eau, ils prennent l'eau des rivières pour se nettoyer. À l'inverse, l'Ayurveda est faite pour les gens civilisés, pour les gens qui ont un travail, donc qui ont de l'argent pour pouvoir s'acheter des huiles, parce que les huiles, ça coûte. Quoi qu'on en dise, ça coûte, mais surtout une bonne huile, surtout une huile biologique, puisque c'est des huiles biologiques qu'on utilise bien sûr, surtout pour en interne, donc voilà. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle le gant de douche. Alors moi, je le fais une fois par semaine, ça suffisait pas la peine de le faire tous les matins, mais c'est par exemple de l'huile de coco, vous allez vous mettre dans la bouche, et puis vous allez faire un bain de bouche pendant quelques minutes. Alors on dit entre 3-5 minutes minimum, puis on peut aller jusqu'à 15-20 minutes. Alors surtout ne pas faire que quoi que ce soit entre temps, c'est-à-dire vous faites des choses très douces parce que on va pas faire de fausses routes et s'étouffer avec de l'huile dans les poumons, c'est pas très sympa.
Donc, on va se faire le bain de bouche tranquille. L'avantage de l'huile, c'est qu'elle a des propriétés donc à tirer un petit peu en elle tout ce qui va être autour avec donc les acides gras. Donc, si vous avez des choses dans l'interstice des dents, sur les joues, sur la langue, et ben ça va étirer toutes ces bactéries-là, ça va venir les englober, les enlever, et puis ça va nettoyer. Je le dis souvent hein, quand il y a des conférences, bon, souvent des femmes et des hommes aussi qui se maquillent, et donc je leur dis vous êtes maquillés, je vous donne un coton avec de l'eau, un coton avec de l'huile. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour vous démaquiller? Bah tout de suite on sait que c'est l'huile, c'est ce qui m'enlève le plus. Donc parce que l'huile accroche les choses. Donc c'est le principe du gant de douche. On prend donc un bain de bouche, ensuite on crache et on rince à l'eau. L'autre chose qui est assez connue et pas souvent pratiquée sauf par les vrais yogis, c'est le neti. Donc c'est ce bain nasal en fait hein, avec une eau tiède salée, donc pas du sel de table, un sel bien précis hein, qui est souvent un sel doux, donc c'est plutôt les lacs, tout ça, et pas le sel de mer, ou un sel qui est traité en tout cas en ce sens. Et donc c'est un sel qui va permettre de pas en fait d'avoir de comment dire, de déséquilibre ionique dans l'interme qu'on va mettre, puisque l'eau, en fait, on va la faire couler d'une narine à l'autre, d'accord. L'intérêt aussi de le faire avec la tête légèrement penchée comme ça, c'est que ça va venir dans tous les sinus, enfin dans la plupart, et ça va venir les vider, surtout les maxillaires ici. Parce que comme l'entrée est vers le haut, et ben c'est bien de les pencher pour faire rentrer l'eau et les vider en même temps de chaque côté, d'accord. Donc voilà, et on a son équivalent en Ayurveda qui est le Nasyam, donc qui est une huile qui s'appelle l'anotellam. Je le dis bien en deux mots parce que sinon les gens entendent Nutella. Anotellam. Et donc l'anotellam, c'est une huile avec beaucoup de composants dedans qui arrache un petit peu, hein, parce que c'est le principe. Donc on va mettre quelques gouttes d'un côté, on va faire monter, on va le sentir tout de suite, hein. On monte, ça sent que ça monte tout de suite ici, on frotte un petit peu, on fait de l'autre côté, puis ça va redescendre ensuite dans la gorge. Donc c'est un côté un petit peu brûlant, mais qui est très bien. Et là c'est pareil, c'est le principe d'une huile qui va venir prendre tout ce qui est dans le mucus des muqueuses et des sinus, des narines, tout ça, et le redescendre tout doucement dans la gorge pour l'avaler, le détruire dans l'estomac. C'est rituel un petit peu de la partie haute de la bouche, enfin de la zone ORL, pardon, très importante de la zone ORL. Il faut savoir que alors dans l'Ayurveda, vous avez ce qu'on appelle l'Ashtanga, donc les 8 disciplines, comme on l'a dans le yoga. Eh bien, dans l'Ashtanga, dans l'Ayurveda, pardon, vous avez aussi un Ashtanga. Et dans ces 8 disciplines, donc en gros, vous avez les maladies, considération des maladies mentales, considération des maladies du corps, la gériatrie, pardon, les personnes âgées, l'enfance. On a aussi le sexe féminin et tout ce qui est attrait justement à la fécondation aux enfants et tout ça. Voilà. Et donc on a tout ça, on en a d'autres, la chirurgie, tout ça, et on a la zone ORL. On a une branche entière uniquement dédiée à la zone ORL. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce sont les deux portes de l'organisme. Le nez et la bouche, il n'y a rien d'autre qui rentre, hein. Donc tout ce qu'on va, il y a les yeux aussi pour tout ce qui va être dans le mental, mais d'un point de vue physique, eau et air qu'on respire et matière qu'on mange, ça rentre par le nez et par la bouche. Donc si ces deux portes d'entrée sont sales, tout ce qu'on va ingérer va être sale. Donc c'est important de bien nettoyer pour que Malade. ça reste pas. Pardon? Ça évite de tomber malade aussi de nettoyer. Exactement, exactement. Puis, alors il faut comprendre que si vous nettoyez la zone haute ORL, vous allez automatiquement moins surcharger votre estomac. Faut savoir aussi que l'estomac, hein, c'est une clé dans l'Ayurveda, puisqu'on dit que souvent, quand la digestion est mauvaise, c'est là où la pathologie s'installe. Donc c'est important aussi qu'on n'ait pas un estomac qui soit surchargé, parce que l'estomac, il digère. Alors les gens pensent qu'il digère, et oui, il digère, c'est vrai, mais il détruit aussi beaucoup de choses qui viennent de la zone haute. Votre petite déglutition que vous faites tous les jours là, comme ça, eh bien, elle draine des choses au niveau de votre nez, au niveau de votre bouche, de votre salive, qui vont charger tout ce qui est dans l'air, qui va venir se capter dans les mucus de vos narines, des sinus, et qui va donc être filtré pour être détruit dans le ventre, dans l'estomac. Donc, il a aussi cette fonction-là, l'estomac. Et donc, il faut que le feu digestif soit assez fort pour continuer à détruire. Et quand il est un peu faible, c'est là où les choses après vont passer et ça peut entraîner des petits problèmes. Donc, la zone ORL est très, très importante. Donc, c'est pour ça que la morning routine est vraiment basée sur le nettoyage déjà de la zone ORL. Ensuite, on a plein d'autres choses. Dans le monde, on se lave le visage, on se lave les mains, d'accord, la partie haute du visage. Et puis, on peut passer en bas, c'est-à-dire se laver bien sûr les parties intimes. On dit, il y a beaucoup d'adages au niveau qui parlent du côlon, qui dit souvent à bon côlon, bonne santé ou bonne vie, ou bonne longévité. On met beaucoup ça avec. Donc ça, c'est important aussi. Voilà, c'est pas donné forcément à tout le monde. Et puis après, il y a plein d'autres rituels, bien sûr. L'Ushapan, alors, on peut pas passer à côté de celui-là. Donc l'Ushapan, c'est Usha, ça veut dire aurore. On revient Mmh. justement sur cette notion bien du soleil qui se lève. Et Pans, comme Pani, qui veut dire l'eau en indien. Donc, enfin, je dis en indien, ça veut rien dire parce qu'en indien, il y a 36 langues différentes en Inde, mais en sanskrit, on va dire, ou en hindi, parce que c'est un peu le même. Pani, c'est l'eau. Et donc, Pan, ça veut dire la boisson. Donc, Osha, Pan, ça veut dire la boisson de l'aurore. Et c'est normalement une eau chaude. Pourquoi on va boire de l'eau chaude le matin à jeun? Eh bien, parce que tout simplement, votre estomac est vide. Et quand vous faites rentrer un liquide à température proche du corps, eh bien, il va pas le considérer. Et du coup, il va pas
activer la digestion. Donc l'eau va pouvoir passer, on va dire la frontière de l'estomac pour aller dans le duodénum et aller dans les intestins et donc aller hydrater directement vos intestins. Donc, ce qui est génial avec ça, c'est de pouvoir avoir une eau qui est chargée à quelque chose qui peut être bénéfique pour votre corps. Par exemple, ça peut être une infusion de thym, par exemple, pour les problèmes intestinaux. Ça peut être n'importe quelle infusion, ça peut être du thé rouge, qui est un anti-inflammatoire. Enfin, il y a plein de choses. Du moment que ce n'est pas acide, ça c'est ce qui est le plus important, c'est que le liquide doit rester alcalin ou en tout cas un pH neutre pour que ce soit une douche, voilà. Et l'idée, ça, c'est aussi de réhydrater. Les gens souvent me disent: «Ah, t'as une belle peau, non, non». Alors oui, bien sûr, je mets des huiles d'ailleurs. Ce qui est important, c'est, aussi de boire parce que la peau, elle, c'est pas juste en mettant les choses dessus que ça va s'hydrater, c'est aussi de l'intérieur. Et l'intérieur, c'est avant tout une hydratation. Et c'est vrai que dès lors qu'on a commencé à manger le matin, qu'on a souvent 3 ou 4 repas dans la journée, donc la digestion étant de, 4 à 6 heures à peu près, eh bien, on est toujours en train de digérer un peu non-stop toute la journée. Et donc si là-dedans on met de l'eau, bah, l'eau, elle subit la digestion de ces repas. Donc elle est transformée, donc elle n'a pas la même force, la même énergie, en tout cas, et les mêmes bienfaits que le matin à jeun. Voilà, en tout cas, c'est ce que dit l'Ayurveda, voilà. Et puis, bon, après, il y a d'autres préceptes par rapport à cette eau chapane. On peut le mettre dans un contenant en cuivre, parce que le cuivre a des propriétés aussi anti-fongiques. Voilà, on peut le boire aussi dans sa tasse en porcelaine basique. Pareil, là, il y a aussi beaucoup de considérations de l'Ayurveda par rapport à son environnement, et ça peut commencer par les ustensiles de cuisine, hein, toujours dans le monde des ustensiles plutôt en bois, en terre. On évite tout ce qui est fer, tout ce qui va être nanoparticules. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on parle des nanoparticules de plastique et d'aluminium, tout ça. Mais l'Ayurveda a toujours dit, voilà, on n'utilise pas l'acier, on utilise le bois, on utilise la terre. Enfin bon, et puis il faut le dire aussi, l'époque de l'Ayurveda, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de fourchette en inox. Voilà, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, hein, parce que souvent les gens disent, ah mais c'est pourquoi on fait pas ça, on n'aime pas ça. Voilà, quelque part. Et il faut le dire toujours parce que c'est dérangeant, mais c'est vrai. Et je pense que c'est toujours mieux d'aborder les choses avec une vraisemblance, parce qu'au moins ça rend, je trouve, la chose un peu plus belle quelque part, ou en tout cas authentique, c'est qu'on est toujours dans une forme d'appropriation culturelle quand on parle de la culture védique. La culture védique, elle a 3 4 000 ans. Donc il y a Mmh. 3 4 000 ans, la vie d'aujourd'hui n'était pas du tout la même. Pas du Il y a tout, là. il y a pas de micro-ondes, il y avait pas de téléphone portable, il y avait même pas toute cette espèce d'industrie agroalimentaire. Voilà, il y avait pas, je bouffe, une carte, bleue de plastique, par mois. Enfin, tout ça n'existait pas. Voilà. Donc il faut arrêter de dire: «Oui, l'Ayurveda, c'est bien pour ça». Parce que c'est vrai que c'est bien pour ça. Mais, ça et ça n'existait pas il y a, à l'époque de l'Ayurveda. Donc voilà. Après, il y a des préceptes. On va prendre par exemple le froid. Le principe du froid est vraiment rejeté dans l'Ayurveda en règle générale. On utilise beaucoup la chaleur, le chaud. Pourquoi? Parce que en gros, vous avez alors dans plein de concepts, vous avez plein de concepts, hein, dans l'Ayurveda. Vous avez les dhatus qui sont les tissus, vous avez les doshas, on en parlera peut-être un peu plus loin, et puis vous avez les srotas qui sont les canaux. Et en fait, on considère que le corps est comme tout, en fait, n'est que canal. D'accord? Vous avez un canal très simple, de la bouche jusqu'à l'anus, vous avez un canal que vous comprenez, hein, qui est celui de la digestion. Vous avez un canal de votre nez ou votre bouche jusqu'à vos poumons, la respiration, on peut même aller après dans le sang. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après cette eau chaude, donc toutes ces routines de nettoyage qu'on a pu faire et tout, bah, tu as plein de considérations dans l'Ayurveda qui sont intéressantes, la façon de s'habiller, les couleurs qu'on va porter, les parfums qu'on va mettre. Le parfum, c'est très important, hein, ça fait beaucoup de choses. La considération qu'on va avoir de soi, parce que ce qui est intéressant dans l'Ayurveda, c'est qu'il y a une considération de l'amour-propre à travers les rituels. Et c'est marrant parce que quand on travaille dans l'addiction, on se rend compte que les gens qui sont dans des états addictifs, ils ont besoin de travailler sur l'estime d'eux-mêmes, voilà, des techniques en fait qui vont leur redonner un amour d'eux-mêmes en fait, et qui souvent les aident beaucoup. Et ce qui est Mmh. intéressant aussi les études montrent aussi que dans beaucoup de rituels, de techniques où on prend soin de soi, il y a aussi une remontée de la sérotonine. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens qui sont dans des états addictifs ont souvent des chutes de sérotonine, justement. De toute façon, tout est hormone, hein, tout est chimie, et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est vraiment cette répercussion de la chimie par rapport à ce qu'on va faire. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que bah on se rend compte que peut-être des choses où ils n'avaient pas ces éléments-là à l'époque, ils ont mis quand même en place des choses, et en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est vérifié par la science, et on dit, bah, en fait, oui, c'est du bon sens et c'est pas con du tout, quoi. Mais donc, oui, je parlais du froid. C'est ça on était là-dessus. Je parlais du fait qu'effectivement, l'Ayurveda était une science ancienne et que des fois, on confronte des choses modernes, et par exemple, le froid. Et donc, je parlais des dhatus, tout ça, et je venais sur les srotas. Donc, tout est canal, en fait, dans le corps. Tout n'est qu'une question de canaux, donc de la bouche jusqu'à l'anal, voilà, tout ça, les veines, bon, on comprend la notion du canal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des canals qui sont immatériels.
la vue, la pensée, la parole. Là, le fait que justement, il y a des ondes qui se percutent dans mes cordes vocales et qui permettent de faire des sons que j'envoie là dans le micro, qui vont dans le podcast. Et en même temps, ce canal-là, hop, il sort et il va dans vos oreilles, dans votre compréhension. Donc, c'est aussi d'autres canaux. Et donc, dans l'Ayurveda, il y a cette notion que les canaux doivent rester toujours débouchés, le plus fluide possible. Et ça, c'est aussi une question de considération de la bonne santé. À l'inverse, un canal qui est bouché, un canal qui est obstrué, un canal qui est coupé, ou un canal qui se noue, eh bien, c'est obligatoirement un début de pathologie, un début de déséquilibre, un début de problème. Et c'est pour ça aussi que beaucoup l'Ayurveda considère plus la chaleur que le froid, parce que la chaleur va dilater, donc elle va permettre justement aux fameux canaux de se dilater, donc si elles sont obstruées, tout doucement de se désobstruer. À l'inverse, le froid va au contraire, lui, rétrécir les tissus. Et donc, des canaux qui peuvent déjà être un peu obstrués vont être rétrécis encore plus, ça va encore plus couper. Et c'est en ça. C'est parce que souvent les gens me demandent pourquoi on boit pas froid, pourquoi la cryothérapie c'est mal vu par l'Ayurveda. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Mais c'est pareil aujourd'hui, quand la science nous montre ce que la cryothérapie peut faire sur un corps, Mmh. bon bah l'Ayurveda ne pouvait pas le savoir il y a que 3-4 000 ans, quoi. Donc, mais il y a quand même cette considération-là. Et par exemple, dans l'alimentation, il faut jamais boire ou manger froid. Pas de glace, pas de glaçons dans des boissons, enfin rien du tout. Tout ça, c'est vraiment, c'est pas bon. Mmh. Mais là encore, je le rappelle, c'est pas une règle droite, dure, Et c'est mieux il est d'éviter de mmh. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse aussi un petit test pour connaître, son prakriti et son dosha? C'est prakriti, ça? ouais, sa Ouais, constitution, voilà. ayurvédique. Ouais, allons-y, soyons fous. Écoute, je te laisse, voilà, ça va permettre, aux auditeurs de connaître, leur dosha dominant pour suivre tes conseils. Je fais Je peut-être une te petite laisse intro sur ce qu'est le dosha oui, avant. Le dosha, ça veut en sanskrit, ça veut dire humeur. C'est intéressant parce que c'est vraiment une des bases de considération et de compréhension de l'Ayurveda. Qui est très ancienne, hein. Et il faut le savoir, à l'époque, il y a eu beaucoup d'échanges entre l'Empire helléniste et l'Inde. D'ailleurs, il y a une princesse helléniste qui a été mariée à un roi indien, dans ce qu'on appelle après d'ailleurs le royaume indo-grec, hein. Il y a vraiment eu un mélange entre les Grecs et les Indiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup de choses comme les temples, voilà, les drapés, tout ça, qu'on trouve beaucoup et qui sont très, très similaires. Et qu'on retrouve aussi d'ailleurs notre fameux Hippocrate qui a fait bizarrement la médecine des humeurs. Oh là là, comme c'est drôle. Alors que l'Ayurveda et son concept d'humeur, donc des doshas, étaient sûrement à l'époque distribués dans cette dans cette civilisation ancienne. Alors, les doshas. Dosha, donc ça veut dire humeur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, en gros, tout être vivant, quand il est créé, il se crée d'après ce qu'on appelle une zygote. La zygote, c'est la cellule primaire. Quand mmh. vos parents ont un acte sexuel, c'est à peu près 45 minutes à 2-3 heures après l'acte sexuel, il y a la zygote qui apparaît. C'est-à-dire que le spermatozoïde est rentré dans l'ovaire et il a fait la première cellule. Cette première cellule, en fait, elle va se charger en dosha. Il y en a 3. Donc elle va se Mmh. charger de façon différente selon justement les cellules, on va dire souches, les cellules d'origine qui sont donc les parents. Aujourd'hui, on appelle la génétique ou l'hérédité. D'accord? Que nous, on comprend très bien, mais à l'époque, c'était déjà ça. Mais aussi l'environnement dans lequel il va être. Je m'explique. Les doshas sont Vata, Pitta, Kapha. Alors, Vata, ça veut dire le vent, ça veut dire le mouvement. Le Vata, en fait, c'est l'énergie en gros. C'est ce qu'on appelle l'énergie. Et alors, on pourrait aussi partir, et je vais partir de ça aussi rapidement, des 5 Mahabhuta, Maha principal, Bhuta les éléments, les 5 éléments clés qui sont donc les 5, on va dire, oui, les 5 éléments primaires de la vie. C'est d'abord l'éther, E-T-H-E-R, pas l'éther en 2 mots, mais éther, un seul mot. Donc éther, c'est d'ailleurs chez les Grecs le dieu primordial aussi. Et l'éther, en fait, c'est le vide, intercellulaire, intergalactique. C'est ce qu'on appelle l'espace, le cosmos, vous voyez, cette espèce de noir entre les étoiles là où il y a rien. On dit que c'est le vide, hein, c'est du vide. C'est d'ailleurs pour ça que souvent ça fait rire les gens quand on parle de Star Wars avec les trucs. En fait, on peut rien entendre dans l'espace, c'est du vide, donc il n'y a pas de transmission de son normalement. Et donc c'est ça, l'éther, le vide total. Et puis dans ce vide, il y a quelque chose qui s'est créé, qui est un mouvement et qui va donner l'air. C'est le deuxième. Ce qui est intéressant, c'est que les bhutas sont toujours en chaîne, c'est-à-dire que l'éther a donné l'air. L'air et l'éther, en fait, à un moment, vont rentrer en contact. Ça va donner ce qu'on appelle l'explosion, le feu. C'est la création du Big Bang, hein, c'est pareil. Donc le feu, c'est le troisième élément. Ensuite, après le feu, eh bien le feu, par condensation, a donné l'eau, d'accord? Et l'eau, par dépôt, a donné la terre. Donc on a l'éther, l'air, le feu, l'eau
et la terre. Et ça, c'est les cinq éléments primordiaux. C'est ceux qui vont donner la vie partout dans tout et voilà, qui constituent d'ailleurs un peu tous les corps. Et donc, par paire, ils vont constituer ces trois doshas. L'éther et l'air, les deux premiers, c'est les vata, le vatu. Donc c'est froid et sec, parce que c'est quelque chose qui est matériel, et voilà, qui est donc, mais qu'en même temps qui est l'énergie, propre à l'air en fait, qui est donc cette espèce d'élément d'énergie qui va donner le mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que les trois doshas, c'est aussi les trois piliers de la vie. Le mouvement d'abord. Ensuite, on a le feu et l'eau. Pitta. Pitta, ça veut dire la bile. C'est aussi une lave. Donc, c'est un liquide chaud acide. D'ailleurs, et ça va très bien d'ailleurs avec les gens qui sont pitta parce qu'ils sont comme ça, un peu chaud et acide. Et pitta, donc, est chaud et humide dans ses qualités. Donc, le premier, je vous rappelle, était froid et sec. Donc, c'est vraiment les opposés. Et donc, pitta va donner cette espèce de chaleur, cette espèce d'humidité, d'accord? Et on a à la fin les kapha. Kapha, ça veut dire le mucus, d'accord? Et le kapha, c'est l'eau et la terre. Donc c'est une espèce de boue, et là on est vraiment dans quelque chose de plus matériel d'ailleurs. Et kapha, on dit souvent que c'est la stabilité. Alors le feu, excusez-moi, je ne vous ai pas dit, vu que c'est du feu et de la chaleur, c'est ce qu'on appelle la transformation. Et kapha, c'est la stabilité, c'est la solidité, c'est ce qui est qui stagne. Donc c'est vraiment la matière. Moi, ce que j'aime rappeler, c'est qu'on a énergie, transformation et matière, qui sont les trois principes même de E égale mc2. E, énergie, égale la matière par la transformation. C'est les trois éléments. Et c'est les trois éléments de la vie. Si vous n'avez pas de matière, il n'y a rien. Sauf si on croit aux fantômes, bien sûr, mais pour le moment, il n'y a pas de science qui prouve qu'il y a des fantômes, non. Enfin, en tout cas, vraiment, je veux dire, de quelque chose de vivant. Donc, la matière, s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de vie. C'est la transformation qui fait qu'on vieillit, nos cellules vieillissent tout le temps, elles changent, elles se modifient. On mange. Quand on mange, ça tombe dans un feu. Cet aliment-là, on va dire un gros steak, s'il restait tel quel, vous ne pourrez pas le digérer, vous ne pourrez pas en faire quelque chose. Il faut qu'il passe par une forme de transformation, d'accord? Et tout est transformation. La connaissance est une transformation de l'esprit. Le fait de vieillir dans le temps, de s'étirer dans le temps, de prendre du soleil, de l'eau, voilà, tout ça est la transformation non-stop. Donc c'est ça aussi qui fait avancer la vie. Et puis bien sûr, l'énergie, le mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. Si le cœur ne bat pas, si la respiration ne se fait pas, si tout est stagnant, c'est la mort. Et donc, vous avez ce dosage en vata, en pitta et en kapha dans la première zygote, la cellule. Et je vous ai rappelé les deux premières qualités, il y en a d'autres derrière, mais je vais garder ces deux-là, sinon je vais vous perdre. Et en fait, ces deux qualités-là, elles sont propres à l'environnement. Dans le temps, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'entre 2h et 6h du matin, on était dans une période de vata, c'est pareil entre 14h et 18h à peu près, si on a des horaires de soleil à 6h, 6h, on va rester sur quelque chose de compréhensible et de simple. Et puis ensuite, de 6h à 10h, on est en kapha, c'est la lourdeur, d'accord, c'est pareil pour le soir de 18h à 22h. Et puis ensuite, on arrive au zénith du soleil et au zénith de la lune, qui sont les pittas, les pointes. Et donc la pitta, on a donc de 10h à 14h et donc de 22h à 2h du matin. Et donc, si on a déjà la zygote qui se fait à ces heures-là, on a déjà une prédominance là-dessus. La prédominance va être aussi par rapport au lieu, au moment. Imaginons que, par exemple, pour vous donner un peu un exemple, imaginons que vos parents vont donc avoir un acte sexuel pour vous créer, bien sûr, et cet acte-là va se faire, par exemple, dans le sud de la France en plein été. Bon, il y a de grandes chances que vous soyez plutôt pitta, parce que pitta, c'est la chaleur, l'humidité, donc c'est propre à l'été, d'accord? Donc, et puis le sud de la France, il est un peu pitta vata, parce qu'il y a un peu de sécheresse. Là, le roc méditerranéen est un peu sec quand même. On n'est pas dans une pleine humidité tropicale, par exemple, donc c'est différent. Imaginons par exemple que vous avez été fait dans un climat tropical. Bon, vous risquez d'être plutôt pitta, c'est humide et chaud. Vous avez été fait en Russie en pleine neige par un froid hivernal, vous serez plutôt kapha, d'accord? Voilà. Donc tout est incompréhensible comme ça. Et donc tous ces paramètres-là qui sont très nombreux, donc il y a la météo, il y a le climat, il y a le lieu précis géographique, il y a vos parents, vos grands-parents par la génétique, l'hérédité. Et donc tout ça va déterminer le dosage en vata, pitta, kapha dans la cellule zygote et qui va ensuite se dépliquer et toutes les cellules de votre corps vont avoir ce même schéma. Mais ça s'arrête pas là, sinon ça serait trop drôle. Donc ce schéma-là va fluctuer tout le temps avec l'environnement dans lequel vous êtes, avec ce que vous allez faire. Et c'est en ça que l'Ayurveda est indéfinissablement indéfini, parce qu'en fait, on va considérer tout. Ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, votre travail, où vous allez travailler, comment vous le faites, qui vous avez Oui. autour de vous, avec qui vous êtes, dans quel environnement, dans quel climat, dans quel pays. La connexion permanente qu'on a Exactement. avec, Exactement. Et c'est pour ça que quelque part, parfois, l'Ayurveda, c'est difficile. Imaginons que vous avez une personne qui est très vata.
Donc, elle est très vata, donc très dans l'action et dans des climats qui sont un peu froids et dans l'air et tout ça. Imaginons que cette personne, ça va être une femme ou un homme, peu importe, et elle est steward ou hôtesse de l'air. Et elle vous dit, moi j'adore mon travail, mais j'ai toutes les problématiques du vata. On va en venir après à des pathologies qui viennent avec justement l'excès de ces vata, de ces pitta, de ces kapha. Eh bien, ça va être très compliqué de lui dire, bah, écoutez, si vous aimez votre travail, c'est bien, mais en fait, il vous fait du mal. Parce qu'en fait, il fait monter le vata en vous, puisque vous prenez un avion. Donc, déjà, vous allez en hauteur, vous allez dans les airs, vous avez de l'air climatisé tout le temps et vous êtes en mouvement avec les avions tout le temps. Donc, vous augmentez le vata. D'accord. À l'inverse, je vais avoir une personne qui va travailler, qui est un boulanger. Et lui, il travaille une grosse partie de son temps dans les fours. Donc, il y a de la chaleur tout le temps. Et lui, il est très pita. Donc, il a tous les problèmes de pita. On va pas lui dire, bah, arrêtez d'être boulanger, monsieur, faites autre chose. À la rigueur, maintenant, demandez à une autre personne de venir au four, et puis vous faites la vente des baguettes voilà. Non, c'est pas possible. Et c'est pareil, ça marcherait même sur le travail. Là, je vous parle de travail, mais imaginez une personne qui est extrêmement pita et qui travaille, qui vit pendant les dom-toms où le climat est très tropical, humide et chaud. On va pas lui dire, bah, déménage, viens en métropole ou va ailleurs pour être en meilleure santé. Non. Donc, il faut être dans l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on peut changer, ne pas changer, et ce qu'on peut justement changer pour pouvoir, en tout cas modifier, pour pouvoir remettre de l'équilibre là-dedans. En gros, ce qui est intéressant, et là aussi c'est vraiment le propre même de l'Ayurveda, c'est qu'on considère les pathologies, toutes les pathologies du monde entier sont considérées selon qu'ils soient Vata, Pitta ou Kapha. En gros, tout ce qui va être Vata, c'est tout ce qui va être les maladies de la sécheresse, donc par exemple l'arthrite dans les articulations. On peut penser que c'est pitta parce qu'on peut penser que c'est de l'inflammation, mais non, c'est dû à la sécheresse du corps. Le fait que les gens soient très minces, ce qu'on appelle anémiés, d'accord. Les gens qui sont, d'ailleurs, qui sont des natures à être très très sèches, hein, ce qu'on appelle les hyperactifs, d'accord, qui sont souvent très taille de guêpe et tout, qui malgré qu'ils mangent beaucoup n'arrivent pas du tout à prendre de gras, ils nous agacent énormément. En plus, ils se plaignent parce qu'ils disent on voit mes pecs, mes abdos, mais moi j'aimerais avoir plus de muscles. Tais-toi. Déjà, t'es beau comme ça, donc arrête. Et ces gens-là qui voudraient avoir du volume. Ils sont tout minces, mais ils voudraient avoir du volume. Et tout le monde les envie parce qu'ils peuvent manger comme quatre et jamais prendre de poids. Et lui, il a besoin de repères, le Vata, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va partir dans tous les sens tout le temps. Donc, il faut lui donner des repères, des choses à faire, voilà. Des fois, ils aiment pas ça, mais la routine va leur permettre aussi de dompter leur nature Vata. Les Pitta, eux, c'est toutes donc les Vata, c'est tout ce qui va être Oui. maladie sur le système nerveux. Donc la sécheresse du corps va attaquer le système nerveux, donc des C'est des hyperactifs nerveux, c'est des minces. et aussi des problèmes neurovégétatifs. Tout ce qui est au niveau du cérébral qui se dégrade, voilà, donc tout ce qui est Alzheimer, Parkinson, tout ça, c'est Vata, c'est Vata, 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 Vata. En gros, la plupart des pathologies, hein, à peu près entre 60 et 80, sont Vata. Et les deux autres, Pitta et Kapha, n'en ont qu'une quarantaine, à peu près. Les pitas, c'est toutes les pathologies inflammatoires. Donc c'est tout ce qui va être. Alors, excusez-moi, je finis sur les vata. Le problème du vata aussi, c'est les intestins. Beaucoup de problèmes intestinaux parce que c'est lié au système nerveux, hein, tout simplement. On n'arrive pas à mettre le bouton off, donc du coup, pareil, le système nerveux fait que les intestins ont du mal à digérer. Donc, malgré le fait qu'ils aient une digestion extrêmement rapide, bah, ça va faire effectivement beaucoup de constipation, beaucoup de gaz et beaucoup de problèmes intestinaux. Ouais, et donc très nerveux, tout ça. Les pitas, eux, ils sont plutôt entre deux au niveau du corps. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont un peu yo-yo. Ils arrivent à prendre du poids, ils arrivent à prendre du gras, du muscle, à le perdre, à le regagner. Bon, voilà. Et eux, ils ont plutôt une problématique d'inflammation. Donc ils vont avoir des problèmes de peau. Tous les problèmes de peau sont souvent des problèmes pitta, les pathologies réputées pitta, eczéma, psoriasis, voilà, urticaire, tout ça, c'est vraiment des maladies pitta. Toutes les maladies d'inflammation basses en dessous de l'estomac, foie, pancréas, tout ce qui a des inflammations dans le système intestinal, c'est aussi justement, et tous les problèmes de sang. Toutes les pathologies liées au sang, c'est des pitta. D'accord? Parce que pourquoi? Les pitta sont des gens très chauds. Donc, c'est des gens qui vont capter beaucoup plus les virus, les bactéries facilement, d'accord? Et ils vont avoir tous les problèmes de la chaleur. Donc, ils ont des bouffées de chaleur. Ils ont tous les problèmes comme ça, des suées. Alors, attention, hein, là, je vous dis les grandes lignes. Hein, ça veut pas Oui, dire que. Et je vous rappelle, pensez rond, oui. pensez pas carré. Voilà. Mais en gros, les pitas sont aussi des gens très sanguins. Donc, c'est des gens qui sont assez dominants, qui aiment bien, par exemple, s'ils sont dans un groupe, si c'est eux qui prennent les initiatives, ils adorent, ils sont très contents. L'inverse, si on leur dit non, tais-toi, c'est un tel qui choisit, c'est un peu le brimer, ils n'aiment pas trop ça. Ça peut être des gens très passionnels, très dans l'amour. En fait, ils réagissent que à, à, à l'émotion. Et par exemple, par rapport à la mémoire, si on veut prendre la mémoire comme exemple, les Vatars vont avoir une mémoire très rapide et en même temps, ils vont perdre
très rapidement les choses, donc ils vont pouvoir enregistrer très très vite, mais ils vont perdre très très vite, ils stockent pas très longtemps. Les pitas, eux, vont choisir leur mémoire en fonction de leurs émotions. Les gens qu'ils adorent, ils vont se souvenir de tout sur eux. Les gens qu'ils aiment pas trop, ils vont tout oublier. Et pareil, pour ce qu'ils aiment, ils vont y accrocher beaucoup d'intérêt, donc ils vont se souvenir bien. Et puis le reste, non. Et, euh, et les CAFA, eux, c'est le contraire. Ils vont avoir beaucoup de mal à apprendre. Voilà, c'est un peu des éléphants qui ont du mal. Mais une fois qu'ils l'ont, alors là, ils vont s'en souvenir pendant des années, jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, pour venir sur les CAFA, les pathologies, c'est plutôt des pathologies de mucus, de choses qui bougent pas, qui stagnent. Donc, on va avoir toutes les problématiques, déjà toutes les problématiques sur la zone ORL et respiratoire, parce que c'est du mucus, donc c'est ça. Et tout ce qui va être effectivement bah aussi voilà le surpoids, ça c'est vraiment lié au CAFA. Tous ces problèmes en fait de choses qui vont stagner dans le corps, qui vont s'emmagasiner, qui vont s'embourber. Voilà, je reprends le terme embourber parce que c'est vraiment la boue, c'est bon, le prof même de CAFA, le mucus. Et donc voilà, et donc c'est des gens qui doivent éliminer beaucoup. Donc voilà. Et donc par rapport à ces trois problématiques-là qui sont très différentes, eh bien on va adapter plein de choses. On va adapter la façon de faire de l'activité physique, on va adapter si possible l'environnement, on va adapter la nourriture, ou par Et exemple les pour CAFA, prendre ils ont tendance à être un peu en surpoids et au niveau caractère, ils ont tendance aussi à être loyaux, fidèles. C'est vrai oui, que c'est des gens qui dorment beaucoup. Les CAFA, c'est des gens qui, s'ils peuvent, ils dorment tout le temps. Enfin, ils aiment dormir, ils adorent dormir, ils adorent ne rien faire. Quand on leur demande une activité, eux, c'est faire du jardin, du macramé, enfin des trucs très calmes, très tranquilles. Ils aiment ça. Et puis c'est des gens qui aiment le repère. Et c'est marrant d'ailleurs de considérer ça parce que souvent, quand on parle de stress, bon, quand on parle de stress et d'anxiété, on pense tout de suite au vata. Oui, en règle générale, le grand stress, l'anxiété, ça vient des vata, mais pas que. Vous avez une forme de stress chez les pitta et chez les kapha. Par exemple, la forme de stress chez les kapha, c'est justement le manque de repères. Et souvent, le stress qui peut se révéler, vous savez, quand vous allez partir en voyage, puis vous dites, ah, j'espère que l'hôtel va être bien, ah, j'espère que ça va être bien, j'espère qu'il va pas me, quand on n'a plus de repères et qu'on a peur de son confort, ça c'est le stress typique des CAFA. Ouais. Et le stress des pitas, bah, c'est tout le stress qui va se placer sur les émotions, donc la jalousie, être envieux, enfin, ce côté un peu ah mais ah, je crois qu'il me trompe ou je crois qu'il va voir ailleurs ou ah mais qu'est-ce qu'il pense de moi ou peut-être qu'il m'aime pas vraiment, toutes ces choses-là, voilà. Et ouais, tout ce qui est lié aux émotions et tout ça, ça c'est le stress aussi des pitas. Mm. Après, voilà, il faut pas essayer de pas mettre les choses dans des cases, mais malheureusement, ils y sont un petit peu. Alors là, je vous donnais les grandes formes, si vous êtes Pitta ou Vata ou Kapha, mais dans les faits, c'est pas si subtil, c'est pas si moins subtil que ça. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens ne sont pas qu'un seul dominant, ils ont deux dominants. Ça peut arriver. Alors souvent, imaginons que vous êtes, si je dis par exemple que vous êtes Vata Pitta, c'est pas la même chose que si je dis que vous êtes Pitta Vata. Parce que dans le sens où on le dit, normalement, c'est le sens où c'est le plus fort. Donc, si je suis Vata Pitta, c'est-à-dire qu'en gros, mon plus grand pourcentage de présence est Vata. En dessous, un peu, il y a Pitta, puis le dernier, c'est Kapha. En tout cas, on a toujours les trois doshas dans nos cellules. Et alors, comment on sait? Il y a ce qu'on appelle des tests ayurvédiques. D'ailleurs, mais dans qui mon sont, coach Ayurveda, il y a un test de 50 c'est questions. bluffant. Je l'ai Oui. fait, c'est bluffant. C'est vrai que tout de suite, Bah, moi, ce qui me fait rire, c'est que des fois, je vois des gens, je les regarde, je les observe un petit peu, je vois comment ils parlent, je vois comment ils se tiennent, je vois leur morpho et tout ça. Et très vite, je leur dis, ah, toi, t'as ce problème, ce problème. Ils font quoi? Et souvent, ça marche très bien avec les vatas. Les vatas qui sont ultra minces, tout ça, je leur dis, toi, t'as des problèmes intestinaux, hein? Comment tu sais? T'as du mal à dormir le soir. Ah, mais comment tu sais ça? Et ça leur fait très peur souvent. Et alors après, on peut tomber à côté, hein. Moi, j'ai des gens qui sont Vata et qui sont un peu forts, par exemple. Parce que le Vata aussi, comme il est hyper actif, il y a un truc qu'adore le Vata, c'est le sucre blanc. De toute façon, tout ce qui va être psychoactif, parce que le sucre blanc est un psychoactif, hein, au même titre que toutes les autres, ce qu'on appelle les stimulants. Pardon? les CAFA aussi, ils aiment bien le sucre. Oui. De toute façon, les psychoactifs, tout le monde aime ça. Mais pas pour les mêmes raisons. Et les Vata, ils aiment ça parce que ça leur ouvre encore plus le cerveau. Ça leur permet de créer un truc et ça, ils aiment. Euh, Après, il y en a qui le sont comme les Kapha plus, des fois par une forme peut-être de gourmandise, on peut dire. Mais là, c'est pareil, faut faire attention parce que sinon, après, il faut pas non plus mettre des espèces de gros schémas. Bah, le Kapha, il est un peu en surpoids, c'est un petit nounours qui mange du sucre. Non, c'est pas juste ça. Et puis, je vous le dis, vraiment, il y a des gens qui sont par exemple Vata Pitta ou Pitta Kapha. Donc, des fois, vous allez avoir des gens qui ont peut-être une morphologie d'un certain type de dosha, mais bizarrement, dans leur tempérament ou dans ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas, ils sont plutôt sur l'autre dosha, donc ça dépend. Je vais prendre par exemple le cas du Vata Pitta ou Pitta Vata. Ce qui est très intéressant, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans leur qualité, ils sont complètement opposés. Je vais prendre mon exemple. Moi, je suis Vata Pitta, ce que la plupart des gens sont. Hein. Beaucoup de gens sont Vata Pitta ou Pitta Vata. Il y a un peu moins de kapha, mais il y en a quand même. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que le Pitta,
le vata, pardon, il y a besoin de chaleur pour se relâcher, pour relâcher le système nerveux, donc il en a besoin. Donc souvent, moi, je vais vers la chaleur. Moi, je suis quelqu'un qui adore la chaleur, ça me relâche, ça me relaxe, ça me fait du bien, ça me nourrit. Enfin, dès qu'il y a un climat tropical un peu humide, j'ai la peau qui se renourrit, j'ai les cheveux qui bouclent beaucoup plus, je me sens. Enfin, toutes mes problématiques que j'ai, peau sèche, les trapèzes toujours un peu durs, le système nerveux qui est toujours un peu hype, bah là, tout se relâche parce qu'il fait chaud et humide et ça me fait du bien. Bon, après, moi, j'ai pas lié parce que depuis très longtemps, je mets des choses en place. Donc, l'eau chapane, je le bois tous les matins, donc mon eau chaude, je la bois tous les matins, donc je pense que ça a un impact là-dessus. Mais imaginons, là, je vais aller en Inde bientôt, je vais en Inde. Les 2 premières semaines, je suis très content. Mon vata, il se relâche, il se casse, il est content. Mais si je regarde un peu ma peau, effectivement, au bout de 10 jours, 15 jours, je commence à avoir des petits boutons d'acné parfois, des petites choses comme ça que je n'avais jamais. Et ça, c'est le pitta qui se réveille au bout d'un moment qui dit: «Ah, tu croyais que j'étais pas là? Ben si, je suis là, en fait. Donc tu as bien mangé du chaud, tu as bien mangé de l'humide, maintenant moi je vais remonter». Et là, du coup, bah, je vais avoir des problématiques de pitta, c'est-à-dire, de l'acné, voilà, je vais avoir une sudation aussi un peu plus forte, un peu plus odorante. Enfin, Qu'est-ce que tu conseilles au vata alors? alors, bah, en gros, les gens qui sont hyper vata, ce qu'il faut, c'est se chauffer et se relaxer au maximum. Donc, il faut essayer de mettre en place des repères dans sa vie. Il faut manger chaud, faut boire chaud, faut prendre du temps pour se relaxer, ce qu'ils aiment pas, mais il faut trouver une façon de le faire. Donc, ça peut être les massages un peu dur, hein, parce que les massages, nous, ça les emmerde encore plus. C'est pareil comme les pratiques de yoga. Vous voyez, le vata, il va aimer les yogas un peu dynamiques, le vinyasa, le genre de choses où il y a des planches, il y a des machins, c'est un peu hop Dans tonique. S'il y a un peu de les lourd. musique en plus en même temps, c'est très bien parce que ça te permet de pas trop penser à lui, parce que le problème du vata, c'est qu'il a un cerveau qui pense pour 3 personnes en même temps. Donc, s'il peut se focus sur de la musique en même temps, c'est mieux. Mais à l'inverse, vous allez l'emmener faire un yin yoga, là, un yoga où on va tenir la posture pendant 5 minutes et rester dans un truc. Et au bout d'un moment, il pète les plombs. Il pète les plombs littéralement. C'est pour ça que moi, des fois, j'entends des gens me dire: «Ah, le yoga», et je leur dis: «Ça dépend quel style de yoga, par exemple». Parce que Ouais, des c'est yogas vrai. très différents et qui vont être en fonction des gens. Et le yoga Bikram, ça doit bien plaire au vata? Exactement, voilà. Mais par Mmh. contre, un peu moins au pitta. Parce Voilà. qu'il fait très chaud, très humide. Alors le Bikram, donc c'est effectivement un yoga dans 40 degrés, hein, donc on va suer tout de suite beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas forcément les Pitta, ils aiment moins, hein. Pour eux, c'est trop chaud, ils aiment pas la chaleur. Enfin, et ça, c'est terrible parce que moi, je me rappelle à un moment, j'étais avec quelqu'un qui était vraiment très Pitta et par exemple, la destination de vacances, c'était l'Écosse. Et moi, je dis: «Ah non, Mmh. bah non, pas l'Écosse du tout, non. Non, non, moi c'est l'Inde, les pays tropicaux, la chaleur, l'humidité. Ah non, pas la chaleur. Et donc, c'est intéressant parce que parfois on voit vraiment ça, quoi. Il y a des gens qui sont complètement à l'antipode et voilà. Et en même temps, il faut être aussi un peu avec des gens à notre antipode parce que c'est ça aussi qui ramène une forme d'équilibre. Si vous êtes avec une personne qui vous ressemble totalement, bon bah c'est bien, mais bon, vous allez super un peu les mêmes choses et voilà, ça dépend. Mmh. Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Donc le manger froid, les excitants? Alors, en règle générale, après, il y a des grandes règles, effectivement, comme ça, qui peuvent s'appliquer à toutes les personnes, peu importe le dosha. Donc, on va éviter le froid, on va plutôt aller sur la chaleur, effectivement, mais effectivement, pour les pitas, ça sera de la chaleur tiède, par exemple. C'est une question de degré et de quantité aussi. On évite bien sûr les psychoactifs en règle générale, donc tout ce qui va être alcool, sucre, drogue. On va essayer d'amener plutôt pour le sucre, par exemple, bah, souvent on amène le miel. Alors pareil, une règle très importante dans l'Ayurveda, on ne chauffe jamais le miel. Le miel, c'est une substance vivante. Si on la brûle, elle devient morte et donc elle va créer des toxines. Le petit miel dans la tisane le soir, par exemple, ou même le matin, peu importe, ça on oublie tout de suite. Enfin, ça m'est arrivé, je m'en rends parce que j'ai vu, j'avais emmené des gens en Inde et j'ai vu déjà des gens mettre du miel dans leur et je voyais les Indiens les regarder c'est pas Mmh. bien de faire ça. Et pas des Indiens qui étaient des Védias, pas des médecins ayurvédiques, hein, des gens classiques, basiques comme vous et moi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Indien, c'est dans sa culture intrinsèque. Se brosser les dents le matin, pour lui, c'est normal. Moi, quand je dis aux gens, vous brossez les dents avant le petit-déj, ils me disent, ah non. Moi, je me lève, je prends mon café, je me brosse les dents après. Ah bah non, c'est dégueulasse parce que quand tu te lèves, t'as la bouche tellement chargée que tu bois tout ça avec ton café. Pour les Indiens, c'est pas possible. Et même les Indiens, moi j'en ai vu même qui sont pas de haute caste, hein. C'est-à-dire des gens qui sont vraiment, même vous traversez les slums le matin très tôt, donc les bidonvilles à Bombay, vous verrez que tous les gens, ils se brossent les dents, ils se nettoient la langue, la bouche, tout ça, avant de faire quoi que ce soit. Donc ces règles d'hygiène, elles sont très intrinsèquement imprégnées dans la culture indienne, hein, vraiment. Même l'utilisation des huiles, vous leur parlez de certaines pharmacopées, ils connaissent très bien. Voilà, il y a quand même une certaine connaissance, mais qui est presque une tradition. C'est presque traditionnel. C'est comme chez nous, on a des traditions aussi, on les voit pas forcément, mais tout ce qui est remède de grand-mère, ce genre de choses, ça fait partie aussi de notre tradition à nous, notre culture. Et pour les pitas, alors qu'est-ce que tu conseilles? Donc les pitas, donc bah, on va au niveau de l'alimentation, on va enlever tout ce qui va en fait
faire grandir cette chaleur, ce côté bouillant. Donc on évite tout ce qui est viande rouge, même tout ce qui est viande tout court en règle générale. D'ailleurs, les viandes dans le monde ne sont conseillées que pour les Vata. Alors je le dis maintenant, l'Ayurveda n'est pas végane ni végétarienne, hein, parce que les yogis qui veulent manger des plantes et de l'herbe n'arrêtent pas de le dire, mais non. L'Ayurveda n'est ni végane ni végétarien. Il y a des recettes de soupe à base de viande qu'on met dans de l'eau très chaude, par exemple, qui est plus une forme de bouillon. Et on a aussi, bien sûr, ça peut pas être vegan quand la base est le ghee, hein, donc le beurre clarifié de vache, le lait ou même le miel, hein, c'est déjà 3 constituants qui sont très importants dans la cuisine ayurvédique et qui viennent des animaux. Donc quand on est vegan, normalement, on est censé ne rien consommer qui vient de la traite animale, on va dire. Donc là, c'est pas possible. Normalement, les pitas, ils doivent manger plutôt, effectivement, plus de végétarien. Tout ce qui va leur amener de la fraîcheur, tout ce qui va faire descendre la chaleur. Donc on va éviter effectivement la chaleur, on va éviter le bicrave, hein, on va aller plus dans les choses froides. Bon, des gens qui ont peut-être aimé aller à la piscine, en activité physique, parce que ça va être de l'eau, même s'ils sont déjà eux très hauts, hein. Par contre, les Vata, ils aiment l'eau aussi, mais par contre c'est froid sur les piscines, donc ils aiment moins parce que c'est froid. Mais l'eau est très bon pour eux aussi. Mais bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Pitta, il faut descendre la chaleur, il faut descendre l'inflammation, il faut descendre aussi les énergies bouillonnantes des émotions, Se hein. calmer. Mais après, on en revient toujours à la même chose, parce que si on prend par exemple le cadre de la méditation, ça dit quoi pour les Vata? Ça va rassurer le côté nerveux, ça va rassurer le côté émotionnellement waouh des Pitta. Et puis les Kapha, ça va aussi les reconditionner alors plutôt pas sur un espèce d'état langoureux parce qu'ils ont déjà ça, mais plutôt sur un espèce de focus, mais en même temps tenu et dans la conscience. Et puis pour les Kapha, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi de la chaleur, comme les Vata, pardon, pour bien aussi aider au corps, et puis du mouvement. Mais pas trop non plus, il faut pas les brusquer non plus tout le temps. En gros, les Kapha, alors ils sont un peu moins nombreux, mais on les reconnaît vite, hein. Les Kapha, bon, soit effectivement c'est des gens qui sont assez forts, mais le principe du Kapha aussi, c'est que c'est souvent ces espèces de grands gaillards assez solides, vous savez, qui ont des grandes architectures squelettiques. Ça, c'est aussi très Kapha, parce que le Kapha n'est pas juste fort en gras, c'est pas juste des gens qui vont être gros, d'accord, pour dire le mot. C'est aussi des gens qui peuvent être très forts en muscles, très forts en ossature osseuse, d'accord. Donc ils ont aussi cette force-là. Et c'est effectivement des gens souvent qui sont assez doux. Quand on leur parle de stress, ils disent bon, je sais pas ce que c'est, voilà. Et c'est des gens qui aiment les choses un peu calmes, un peu. Ils ont besoin de rituels. Eux, ils ont besoin de rituels. De toute façon, en règle générale, normalement, tout le monde a besoin de rituels, parce que le rituel, c'est quand même quelque chose qui ordonne la pensée et Et qui eux, donc contribue à la santé mentale. Oui. ils doivent éviter aussi les produits laitiers, les cafards, Oui, plutôt. parce que le produit laitier donne du mucus, mais ça, c'est marrant parce que c'est pareil en Inde, les gens le savent, mais il y a beaucoup aussi de personnes âgées, nous, en France, qui le savent. Dès que vous avez les bronches, vous êtes un peu pris au coin, on vous dit: «Oh non, arrête les produits laitiers». Parce qu'on sait que les produits laitiers, ça crée du mucus. Ça crée beaucoup de mucus, le produit laitier. Donc dès que vous chopez le Covid, vous avez une rhinopharyngite de quoi, effectivement, il faut mieux éviter d'avoir trop de produits laitiers parce que ça crée encore plus de mucus. Voilà. Donc effectivement, pour effectivement les CAFA, on évite les produits laitiers, on évite bien sûr les sucres forts, le sucre blanc, tout ça. Donc on va préférer le miel, par exemple, pour les cafards. On va aussi effectivement prendre beaucoup de chaud. Donc ça va être beaucoup de soupe, beaucoup de tisane, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de liquide chaud. S'il y a des choses qui stagnent un petit peu, ça puisse liquidifier un peu tout ça et que ça s'en aille, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai que ton test, dans ton livre, il est vraiment bluffant. On se reconnaît, voilà, au niveau, de la personnalité, au niveau du physique, vraiment, même, Alors, parce qu'en fait, dans mon coach Ayurveda, alors en gros, pour rapidement en 3 secondes, ce livre est sorti en 2018, d'accord, dans une première version, où il y avait que des programmes pour les Vata, les Pitta et les Kapha. Et puis, en fait, on avait vendu les premiers stocks, on est arrivé au bout et ils étaient très contents. Ils m'ont dit: «On voudrait le rééditer. Est-ce que tu veux du coup en profiter pour faire quelque chose? Est-ce que tu veux l'améliorer?» Je dis: «Bah, bien sûr», parce qu'en fait, moi secrètement depuis le début, ce que je voulais, c'était faire justement non pas 3, parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? Je parle des principes de l'Ayurveda rapidement. Ensuite, il y a le test ayurvédique, donc que tu parles avec 50 questions. Alors, je sais pas s'il a 50 ou 25, mais je crois que c'est 50, ou peut-être 25, mais même 25, c'est déjà beaucoup. Et puis ensuite, on a les programmes. Donc les programmes avec qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec les fiches en bas, donc les fiches pour les postures de yoga, pour l'alimentation, pour les respirations. Enfin voilà, on essaie de toucher à toutes les choses pour
ramener une forme d'équilibre par rapport à son dosha. Et puis, donc voilà. Et moi, je leur ai dit, en fait, plutôt que de faire 3 programmes, moi, j'aimerais en faire 9. Et donc, du coup, pas faire juste les Vata, Pitta, Kapha, mais faire aussi les Vata, Pitta, les Vata, Kapha, les Pitta, Vata, les Pitta, Kapha, et puis les Kapha, Vata et les Kapha, Pitta. Comme ça, on a toutes les choses et donc on peut mélanger tout ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans cette deuxième version maintenant qui se vend, voilà. Donc voilà. Et l'idée aussi, c'était effectivement de garder ce test ayurvédique qui est large, parce que souvent, quand vous faites des tests ayurvédiques sur Internet, c'est des 10 questions, ce genre de choses. Et surtout, le vrai problème qu'il y a aussi dans les tests, je veux dire à l'ancienne, c'est que c'est des tests copiés sur les tests indiens. Et il y a un truc, par exemple, que moi j'ai complètement éliminé, c'est par exemple la peau. C'est-à-dire que en Inde, vous avez entre les Indiens du Sud qui sont souvent plutôt foncés et les Indiens du Nord qui sont plus clairs parce qu'ils ont eu des invasions perses, hein, tout simplement. Et puis c'est des ethnies un peu différentes. Mais il y a quand même cette considération qui, pour moi en tout cas, dans un pays occidental comme le nôtre où nous on est très mélangés maintenant, et tant mieux, eh bien il y a une considération qui peut être un peu raciste. C'est-à-dire que par exemple, on dit que les peaux plus sombres sont souvent une tendance à Pitta. Voilà, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi je suis plutôt blanc ou un peu bronzé méditerranéen et puis que l'autre il est d'origine africaine et donc plutôt noir qu'il y avait peut-être plutôt Pitta que moi, alors que pas du tout. Oui, il est plutôt Kapha ou plutôt Vata. Et ça, je trouve que c'était un peu raciste, mais c'est parce que c'est leur considération avec leur peau d'Indien en Inde, voilà. Et je le rappelle encore, avec une considération il y a plusieurs millénaires. Donc aujourd'hui, l'idée aussi, c'était c'est une appropriation culturelle, je l'entends tout à fait, mais l'idée, c'est de réactualiser aussi un petit peu l'ensemble pour que ça reste très accessible aussi on va dire, à notre communauté occidentale, qui est donc une communauté mélangée ethniquement et culturellement. Donc, on peut plus parler. Et puis, en plus, il y a même aussi les métissages. Donc, aujourd'hui, on peut plus considérer les choses comme ça. Donc, j'ai éliminé toutes ces choses-là. Et puis, j'ai essayé de voir au mieux ce que je pouvais mettre pour aussi étendre le spectre. Parce que c'est vrai que les ectomorphes, exomorphes et mésomorphes, ça suffit pas pour dire vous êtes Vata, Pitta, Kapha. Il y a plein de choses par rapport à la peau, par rapport aux cheveux, par rapport, voilà. Donc, donc c'est ça aussi qui était intéressant. Et puis, bien sûr, donc, je crois qu'il y a que 5 ou 6 questions sur le physique. Il y a aussi après ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il y a aussi le comportement. Il y a aussi les habitudes. Enfin, l'idée, c'est de développer plus. Et c'est vrai que beaucoup de tests ayurvédiques anciens sont énormément sur le physique. Et ça peut être des fois très trompeur. Parce que je vous le rappelle, moi, je connais des Vata qui sont plutôt forts. Mais parce qu'ils ont une appétit pour le sucre pour leur cerveau, et du coup, ils sucrent beaucoup. Et comme ils ont peut-être un deuxième dominant qui peut être Kapha ou Pitta, eh bien, ils ont une capacité de pouvoir apprendre et du coup, ça casse leur côté un peu ultra sec. Oui, bon, en faisant le test, on voit vite quand même lequel dosha on a. Mmh. Et c'est vrai que ça permet de mieux se connaître et de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous au quotidien. Et Exactement. vraiment, c'est un super outil. Merci. Ouais, ouais. Non, non. Merci, merci. Donc il y a aussi la pharmacopée, on en a parlé, hein, Oui. il y a plein de plantes. Est-ce que tu peux nous partager quelques plantes, que tu utilises le plus et leurs bienfaits? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ashwagandha qui est sûrement maintenant la plus connue dans les plantes ayurvédiques. Donc, l'ashwagandha, c'est ce qu'on appelle une plante adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à la personne. C'est-à-dire que souvent, elle permet de ramener de l'énergie aux gens qui n'en ont pas la journée, mais surtout de ramener de la fatigue le soir. Alors, on l'utilise beaucoup pour les Vata qui ont du problème à s'endormir le soir, les insomniaques, on va leur donner beaucoup d'ashwagandha. Ashva, ça veut dire le cheval, et Ganda, ça veut dire l'odeur, parce que c'est une plante qui sent l'odeur du cheval à la base. Voilà, si vous posez la question de pourquoi ça s'appelle Ashwagandha. Après, vous avez plein d'autres. Vous avez le Brahmi, qui est une petite fleur un peu tropicale, belle et tout ça. Et le Brahmi, en fait, c'est un reconstituant neuronal. Alors celui-là, il intéresse aussi beaucoup les scientifiques occidentaux parce que il permet en fait tout doucement aux neurones de se reformer tout doucement. Il est très utilisé pour la mémoire, pour tous les problèmes aussi psycho, voilà, tout ce qui peut être un peu schizophrénie, tout ça. Alors même si ça passe aussi effectivement par des psys et vraiment un travail de fond. Mais en tout cas, c'est une plante qui aide aux problèmes, à beaucoup de problèmes cérébraux, surtout par rapport lié aux neurones et à tout ce qui va s'en déclencher, puisqu'il y a les neurotransmetteurs qui vont avec. Voilà. On a aussi le tulsi. Le tulsi, c'est vachement bien pour la gorge, pour tout ce qui va être inflammation de la gorge et tout ça. C'est le basilic sacré, donc c'est aussi très bon pour le côté longévité. Ça régule aussi beaucoup de choses par rapport au cholestérol, ça. Donc c'est très sympa. Il y a plein de trucs. Il y a les fenugrec. Et puis après, il y a plein de plantes qu'on a en commun avec voilà avec les plantes occidentales.
Donc ouais, il y a une pharmacopée qui est très large et puis même l'utilisation des huiles, les huiles pour la peau, par exemple l'huile de Nîmes qui est une huile très bonne pour les pitas qui ont souvent des infections au niveau de la peau. Donc l'huile de Nîmes qui est un petit peu d'ailleurs on l'applique, ça fait un peu mentholé, ça donne un petit côté frais un peu. Et là c'est pareil, ça va être très bien pour réduire les C'est vrai qu'on démangeaisons. sous-estime le pouvoir des plantes, mais les plantes, c'est très, très efficace. Oui, oui, oui. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai commencé mon cursus de formation comme thérapeute ayurvédique en Inde, le médecin m'a dit: «Mais pourquoi vous faites ça?» Et bah, je lui ai dit: «Bah, je sais pas, je me dis que c'est int» alors déjà ça m'intéressait bien sûr, mais je lui ai dit un truc et ça l'a fait un peu sourire parce que je lui ai dit: «Bah, en fait, je pense que, comme on a une pharmacopée en fait avec laquelle nous on n'est jamais rentré en contact, parce que nous on utilise la lavande, enfin il y a plein de plantes, méditerranéennes et on va dire même, du terrain, européens qu'on utilise dans la vie de tous les jours, même dans notre alimentation, hein, les baies, les framboises, les fraises, on les mange depuis qu'on est tout petit, tout ça. Mais donc ces molécules-là, on rentre en contact depuis qu'on est tout petit, donc on va pas dire qu'on est immunisé, mais en tout cas, notre corps les connaît, il y est habitué. Et je me dis que d'un coup, à la base, si on utilise des plantes avec lesquelles on n'est jamais rentré en contact, bah, du coup, les vertus de cette pharmacopée-là, elle doit être beaucoup plus forte sur nous. Et c'est marrant, il a pris un petit temps, il a souri, il m'a dit: «C'est marrant parce que ce que vous dites, c'est à la fois totalement vrai et totalement faux». Il dit: «C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, d'un point de vue moléculaire, vous avez raison, si vous rentrez en contact avec une plante que vous avez jamais consommée, il y a des chances que les vertus soient beaucoup plus fortes sur vous. Mais à l'inverse, par contre, en Ayurveda, il faut toujours utiliser les plantes qui sont proches de chez vous, normalement celles qui sont dans votre jardin». Pourquoi? Parce qu'en fait, on revient sur ces fameux doshas. Là où vous allez vivre, imaginons, je sais pas, vous êtes dans le nord de la France, vous avez votre jardin, d'accord? Eh bien, les plantes qui sont dans votre jardin vont subir la même météo, les mêmes moments de froid, les mêmes moments de pluie, les mêmes moments de soleil que vous. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont s'harmoniser d'un point de vue doshique, donc d'un point de vue Vata Pitta Kapha, à l'identique de vous quelque part, vu qu'ils vont subir bah, tout ce qui est de l'ordre du climat, de la météo. D'accord? Donc, ils vont être plus à même d'être assimilés par votre corps, puisqu'ils ont les mêmes doshas. À l'inverse, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe maintenant avec notre alimentation un peu folle, c'est-à-dire que quand on mange, moi, un truc que j'adore, les kiwis jaunes, par exemple, ou une banane qui vient de l'autre bout de la planète, donc déjà, elle a grandi, elle a mûri, enfin, elle a même pas mûri d'ailleurs, elle a fait sa vie là-bas. À peine mûre, hop, elle est Hop, cassée, elle est mise dans des conteneurs, elle traverse une grande partie du globe, elles arrivent chez vous, donc déjà elles ont commencé à mûrir en étant coupées, donc sans se continuer à se nourrir ou quoi. Donc là-dessus, et puis vous les mangez. Donc en fait, elles ont eu un espèce de une transformation qui, d'un point de vue doshique, n'est pas bonne du tout. Et elles arrivent dans un pays dans lequel elles ne partagent pas la même énergie doshique, d'accord. Par exemple, bah, ce que j'ai mangé qui a poussé dans un pays tropical, bah, d'un seul coup, il se retrouve là, c'est pas du tout les mêmes doshas. Et de ce coup, moi, je vais le manger, donc j'ai pas subi non plus les mêmes choses. Donc, d'un point de vue de l'assimilation, normalement, c'est pas super. Ça le fait quand même, on va le faire, mais c'est pas super. Alors ça, c'est pareil, je pourrais vous parler des repas, parce que c'est pareil, normalement dans les repas, il faut pas manger des opposés. C'est ce qu'on appelle voilà, les opposés dans l'alimentation. En gros, si vous mangez froid, et chaud, si vous mangez cru et cuit, tout ça n'est jamais bon. Dans un seul repas, on devrait manger des choses qui s'harmonisent en fait pour que la digestion soit la plus facile possible. En fait, si vous prenez des opposés, eh bien que vous les mélangez, eh ben la digestion, elle sait pas quoi choisir. Donc elle va en choisir un plus que l'autre et l'autre va passer sans être moins bien digéré et du coup, c'est ce qui va créer aussi une forme de mauvaise digestion, voire de pathologie derrière. Donc normalement, on devrait avoir des repas bah, qui sont pas du tout ceux qu'on a, hein. Nous, on mange à l'inverse, hein. C'est que normalement, il faut manger quand on a faim, le feu digestif est très fort. Donc au moins, il faut mettre les aliments qui soient le plus difficile à digérer d'abord en premier pour qu'ils se dissouent plus vite et à la fin, les choses les plus légères. Donc ça veut dire qu'en gros, on devrait manger d'abord les desserts, sont souvent plein de crème, plein de sucre. On devrait ensuite manger les plats principaux et finir par la petite salade qu'on mange souvent l'inverse. au début, parce qu'elle sera moins difficile à digérer. Donc c'est comme ça qu'il faudrait manger dans le monde, du plus lourd à manger jusqu'au plus léger et facile à assimiler. Et puis après, si on veut parler d'alimentation, les gens me demandent souvent: «Ah, quelle est le meilleure chose à manger?» Alors il n'y a pas de chose meilleure à manger, mais en règle générale, il y a une constellation qui est assez drôle. Alors, parce qu'il y a les goûts, il y a les 6 goûts hein, dans l'alimentation, c'est-à-dire que ce sont les mêmes que dans la culture chinoise ancienne, la médecine chinoise. Et en fait, le sucré et l'acide sont souvent le duo le meilleur. Pourquoi? Parce que le sucré va apporter de l'énergie, hein. Faut le savoir, c'est-à-dire que les gens me disent toujours: «Ah, pas de sucre, pas de sucre». Je dis: «Enfin, si tu ne manges jamais de sucre ou pas de sucre du tout, au bout d'un moment, tu n'auras pas d'énergie». Parce que, alors, C'est la s'il y a dose du qui fait le poison.
Bah, disons qu'on le sait aujourd'hui avec l'oxygène a besoin soit de gras, soit de sucre pour faire de l'ATP, hein, donc de la molécule de l'énergie de votre corps. Donc, si vous avez ni de gras ni de sucre, au bout d'un moment, il y aura pas beaucoup d'énergie dans le corps. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, sinon, il va chercher là où il y en a. Vraiment, on a des stocks tous. Mais bon. Mais tout ça pour vous dire que le sucre il est important parce qu'il nourrit le corps. Voilà. Et l'acide, il est important parce que lui, il détoxifie. Et par exemple, il y a un corps en fait d'alimentation qui est vraiment connu pour être vraiment dans le sucre, et en plus un sucre simple, parce qu'un sucre de fruits, et l'acide, ce sont ce qu'on appelle les baies. Toutes les berries, donc toutes les baies, donc les fraises, les framboises, les cassis, tout ça, d'un point de vue ayurvédique, c'est super bon. Si vous nourrissez que de baies, par exemple, vous pourrez vivre très longtemps et assez bien. Parce qu'en fait, le sucre des baies va vous suffire à vous nourrir au niveau énergétique, et le côté acide va permettre au corps d'éliminer plus. Et c'est pour ça que vous pouvez faire des cures, hein. Alors ça vous coûte cher parce que son les baies coûtent cher comme chez nous maintenant. Mais vous pouvez faire une cure de, puis bon, faut que ce soit aussi. Alors là aussi, on peut venir sur les 4 piliers d'alimentation, la conservation de la matière première, puis ensuite le transport, puis ensuite la façon dont on cuisine et la façon dont on le mange. En gros, pour prendre un fruit ou un animal, si on n'est pas végétarien, eh bien, il faut considérer là où il a grandi, comment il a grandi. Une plante qui a grandi dans la terre, qui a été considérée, caressée, on lui a parlé même peut-être, elle a eu le regard de quelqu'un, donc elle a reçu des énergies positives. Ça, on y croit hein, en Ayurveda. Eh bien, elle va pas pousser de la même façon qu'un truc qui est sous une bâche, qui est planté dans du sable, avec juste un robot qui passe par-dessus pour l'arroser et qui a aucune considération. D'accord. Donc cette fraise-là et l'autre fraise, elles n'auront pas du tout les mêmes charges, voilà, alimentaires. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le transport. Si effectivement ça vient juste à côté de chez vous, c'est mieux. Si ça fait un long trajet, et ben justement, c'est cette transformation dauchique dont je vous parlais, on va déséquilibrer aussi. Donc, on a encore un peu plus de déséquilibre. Et puis ensuite, la façon dont on va cuisiner, soit simplement, soit en y mettant. Et puis comment le cuisine ça. Il y a des gens pour qui la cuisine, c'est une alchimie totale. Donc, ils sont dans les couleurs, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut. À l'inverse, il y a des gens qui, au contraire, hop, c'est un plat, bim, je le mets au micro-ondes, je ferme, je laisse chauffer pendant 3 minutes, hop, après je sors, boum, et je mange comme ça. Et en plus, quand je mange, et c'est la dernière partie, je mange en regardant la télé ou en parlant avec quelqu'un. Donc, je ne mange même pas, je ne regarde même pas ce que je suis en train de manger, je ne considère pas, je ne dis pas merci de me nourrir. Voilà. Tout ça, ça fait partie de l'Ayurveda. Et d'ailleurs, la fameuse prière que les chrétiens ou même d'autres religions monothéistes modernes ont prise, elle vient de l'Ayurveda. Elle va dans l'Ayurveda, vous devez donner une prière, enfin une prière qui est plutôt un espèce d'acte de remerciement, on va dire animiste, hein, qui est pas vraiment un truc très religieux, mais c'est juste dire oh merci de me fournir un repas et merci de me nourrir et merci de grâce à ça C'est c'est dans la ça que je suis en bonne conscience. santé. Et en Ouais. fait maintenant avec la santé mentale et les considérations positives, tout ça, on se rend compte que c'est quelque chose qui est en fait très important. Parce que d'un seul coup, la personne qui va se dire tous les jours, pas la personne qui se lève tous les jours, qui se dit, je suis beau, je suis jeune, je m'aime, j'aime le monde, j'aime les autres, hop, je Dans la suis heureux, je suis content. gratitude, Alors, faut pas ça. non plus que ce soit complètement débile, hein, voilà, faut pas que ce soit plus gnangnan. Mais, on le voit même, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, on voit leurs enfants qui se brossent, voilà. Alors, souvent aussi des enfants qui sont dans des communautés défavorisées. On l'a vu surtout avec des communautés afro-américaines, où d'un seul coup, on voit des enfants très beaux qui disent devant leur miroir, je suis beau, je m'aime, j'aime, et on sait que ça marche, on sait que c'est bon pour le mental. Et ça fait des êtres qui sont quand même plus équilibrés souvent mentalement que les autres. Ce qui veut pas dire que les autres qui font pas ça ne le sont pas, mais en tout cas, on met plus de chance. Et c'est pareil. C'est pareil pour, je considère la nourriture, je remercie cette nourriture-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a presque limite, on mange presque parce qu'il faut le faire, mais ce plaisir de manger, ce plaisir de se nourrir, ce plaisir d'être heureux aussi, c'est important. Et c'est vrai que on peut le retrouver dans tout, dans le fait d'être Dans heureux le de voir moment des gens. présent aussi, oui, le moment Mm. présent, ouais, ça. Et les épices aussi, ça a une place aussi dans l'Ayurveda. Oui, bien sûr, les épices, les condiments. Ben là aussi, par exemple, pour les pitas, on va mettre plutôt des épices fraîches, la menthe, voilà. Et puis à l'inverse, pour les deux autres qui sont plutôt froids, on va mettre des épices qui réchauffent. Voilà, donc des currys, des choses comme ça, des piments, enfin des choses qui vont réchauffer. Et puis aussi, ce qui est marrant, c'est quand on réchauffe avec le piment par grain, et ben c'est que ça permet aussi de liquéfier un peu plus les choses. Pour les cafards, bon, les piments, c'est vachement bien. Mais ils aiment pas ça. Normalement, ils aiment pas trop ça. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que parfois, on est attiré par des choses qui nous font pas de bien, ou à l'inverse, on est en dégoût de choses qui nous feraient du bien. Mais parfois, on aime aussi des choses qui nous font du bien et pas le contraire. Donc, voilà, il y a aussi ça, et ça, je l'ai aussi beaucoup appris dans l'addiction, c'est que il y a aussi que parfois, il y a des choses qui vous font pas forcément du bien au niveau santé, mais qui peuvent vous faire du bien au niveau santé mentale. Ah, il faut rester dans le plaisir et se Exactement. faire Voilà. du Il y a des bien. choses qui font Très bien. plaisir parfois. Alors après, il faut savoir les mesurer pour que ça fasse pas non plus, ça nous pousse pas dans une santé trop physique, je veux dire trop mauvaise. Mais ça peut quand même suffire. Ouais. Mm, mm.
Mais c'est vrai qu'aussi la connaissance des doshas, ça permet de savoir aussi sa prédisposition pathologique et de prendre les devants et ça, c'est pas mal Exactement, aussi. Ouais, exactement. ouais, ouais. Donc tu fais aussi de la spirothérapie. Oui. D'ailleurs, tu as écrit un livre avec, 50, Et techniques tu les as tous? et oui, Spirothérapie, ouais, ouais, ouais. différents thèmes avec la relaxation, détox, vitalité, focus. Quels sont les bienfaits de la spirothérapie? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est? Alors la spirothérapie, c'est à peu près une cinquantaine de méthodes respiratoires. Il y a les respirations, ce qu'on appelle simples, on va faire juste des inspires, des rétentions, des expires. On a les respirations diaphragmatiques, on travaille beaucoup plus sur le diaphragme. On a des respirations sonores, on a plutôt des vibrations. On a les respirations méditatives, on a les respirations en mouvement, ce qu'on appelle les mudras. On va synchroniser des mouvements avec la respiration. On a les respirations taoïstes. Donc on en a une cinquantaine comme ça. Et on va l'utiliser de façon, en fonction des vertus qu'elles ont, parce qu'elles ont des vertus différentes. Alors, elles ont des vertus communes aussi, mais parfois aussi différentes. Et on va les considérer pour faire des séances de spirothérapie, donc de thérapie par le souffle, hein, parce que spiro, ça veut dire souffle, thérapie, ma thérapie. Et, et donc du coup voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque c'était au Tigre Yoga, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, qui était fait par Élodie Garamond, et c'était un très grand centre dans le 16e. Après il y en a eu d'autres aussi dans Paris, et c'était un centre, c'était vraiment les centres de yoga le plus hype de l'époque, parce qu'en fait Élodie avait pris des gens qui étaient vraiment chacun dans leur domaine, un peu des hypes, et puis elle les avait fait se mettre dans un centre, et du coup il y avait des cours de qualité. Au Tigre, moi je faisais à l'époque des yogas, et puis un jour je dis à Elodie, moi j'aimerais bien, parce que j'étais déjà très très pranayama, donc je vous parle de ça, on est aux alentours de 2012, 2011, 2012, quelque chose comme ça. Et puis je dis à Elodie, écoute, moi j'aimerais bien faire une séance qu'avec des pranayama. Elle me dit, bah oui, pourquoi pas. Elle me dit, moi ça me va, mais je suis pas sûr que ça marche, mais essayons, on va essayer. On essaye. Et en l'espace de même pas un mois, ça se remplit de ouf. Au point qu'on fait un deuxième cours d'ailleurs, c'est un deuxième jour après. Et ces cours n'ont jamais des amplis. Et ça m'a permis moi aussi de me former sur comment véhiculer pranayama, comment faire une séance. Donc ça a été aussi une bonne école pour moi. Alors moi à l'époque déjà je voulais appeler ça spirothérapie, mais on voulait pas le mot thérapie dans un centre de yoga parce que c'était pas bien. On peut pas être thérapie non plus. Donc on m'a mis pranayama et méditation. Puis moi, entre-temps, j'allais toujours en Inde, donc j'ai appris d'autres pranayama, j'ai vu des ashrams, donc à Varanasi ou à Bombay, on m'a appris des techniques que d'autres ne connaissaient pas ici, hein. Par exemple, Samavriti et Visamavriti, mais moi, je l'ai jamais entendu ailleurs que dans ma bouche, en France, jusqu'à ce que ça arrive après avec les gens que je forme maintenant en Spiro, bien sûr, mais avant, jamais. Bien sûr, les yogis connaissent, bon, Kapalabhati, Simamudra, la respiration du lion, Brahmari, la respiration, et puis la respiration alternée, et puis un peu d'Ujjayi pour ceux qui font de l'Ashtanga, et puis ça s'arrête là. Bah, donc ça veut dire 4-5, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un instructeur de yoga, il connaît aller maximum peut-être 6 ou 8 respirations. Bah, nous, on en a 50. Et donc, on peut effectivement, pendant 1 heure, 2 heures, des fois se dire, tu peux faire ça pendant autant de temps? Bah oui, parce que ça prend du temps de respirer. Et puis, le temps passe vite, hein, quand on fait des respirations comme ça conscientes. Donc, c'est ce qu'on appelle des respirations conscientes et contrôlées. Le but de la spirothérapie, c'est aussi de rendre les gens savants. C'est-à-dire qu'en plus d'une pratique qui fait du bien, ce que j'aimais, c'est que, et c'est ce que je fais quand je forme les gens en spirothérapie, c'est qu'ils doivent, en même temps qu'on fait les pratiques, donner les vertus. Ça, c'est très important. Rendre les gens savants. Pour moi, c'est tirer les gens vers le haut. Et puis, pour finir sur la réponse à ta question, qu'est-ce que ça fait la respiration? Bah, ça fait tout. Parce qu'en fait, le système respiratoire, il est relié à tout. Le rythme respiratoire va donner le rythme cardiaque. Donc, si on l'accélère ou on décélère, ça va agir sur le rythme, du coup cardiaque, et donc sur le rythme biologique de votre corps. Vous avez aussi les teneurs du sang, donc en oxygène et en CO2, puis aussi même ce qui rentre dedans en plus, parce qu'il n'y a pas que ça, mais il y a quand même surtout ça. Donc, on va aussi travailler là-dessus, donc sur le pH sanguin, le pH, donc acido-basique du sang qui passe partout dans le corps, donc du corps en règle générale, des organes et des muscles et tout ça, donc on va pouvoir agir dessus. Donc ça fait déjà beaucoup. Et puis ça s'arrête pas là. Après, on a le système nerveux, puisque votre système nerveux autonome, donc qui est en 2 parties, orthosympathique, parasympathique, se module en fonction des inspires et des expires, en fonction des contractions musculaires ou des contractions musculaires. Donc c'est là aussi où agit la synchronicité parfois des mouvements avec la respiration. Et puis, on a aussi toutes les respirations vibratoires, donc sur la zone ORL, on va faire du son, des vibrations qui vont, elles, impacter sur le système limbique, donc avec l'épiphyse, l'hypophyse, l'hypothalamus, donc tout ce qui va être neurotransmetteur et biochimique. Donc, on va aussi travailler sur nos hormones et sur nos neurotransmetteurs, donc notre comportement et donc beaucoup de choses qui vont derrière aussi. On a ensuite, bien sûr, le système respiratoire par lui-même. On a ensuite le système digestif, parce qu'en travaillant sur notre diaphragme, qui est le grand muscle de la respiration, eh bien, on va venir aussi taper sur le système digestif en dessous, donc qui va aussi relancer le péristaltisme, qui va lancer du mouvement. Le système nerveux aussi, donc autonome, je l'ai pas dit, mais il conduit aussi tous les organes et aussi tous les flux neurotransmetteurs et hormonaux. Donc, ça va changer plein de choses dans le corps. On va travailler aussi par le système nerveux sur les intestins. Donc, en fait,
on va travailler sur tout. Et de point de vue très facile et très rapide. Et d'ailleurs, des études l'ont montré, mais je peux vous donner 2-3 chiffres comme ça. Déjà, les gens ne savent pas que 80 pardon, du gras qu'ils perdent, je parle de gras organique, hein, pas le gras adipeux de votre ventre et de vos cuisses, mais le gras organique, eh bien, on perd 80% à travers l'expiration. Oui, plus que Puisque les 20% qui restent, c'est par la sueur, les selles et les urines un petit peu. Donc 80%, c'est énorme. Et puis, il y a aussi beaucoup de toxines qui parce que les toxines s'agglomèrent beaucoup au gras. Donc on a beaucoup de toxines, dont le CO2 d'ailleurs, hein, qui partent par l'expiration, mais beaucoup de choses sont comme ça. Et d'ailleurs, les poumons font partie des 5 émonctoires, donc ces organes qui permettent la détox du corps. D'ailleurs, c'est un des thèmes de mon prochain livre, la détox sur l'Ayurveda, qui sera pour l'année prochaine. Donc la spirothérapie travaille sur tout, vraiment, vraiment sur tout. Et donc sur une forme de détox aussi. oui, donc on peut choisir, sa respiration selon, ce qu'on veut travailler. C'est ça qui est sympa. Oui, tu as vraiment des respirations pour le matin, pour te réveiller. T'as des respirations justement pour te calmer, voire même pour t'endormir le soir ou en pleine nuit quand tu as fait un réveil nocturne. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et puis c'est ça qui est génial avec la respiration, c'est que la respiration, tu la fais où tu veux, quand tu veux. Et moi, ça m'amuse aussi des fois quand je suis dans le dîner et que les gens me disent «Alors, vous faites quoi?» Et genre, déjà, je parle de la spirothérapie. «Ah bon?» Et genre, bah, si vous voulez, voilà, allez-y, vous fermez les yeux, vous restez assis sur votre chaise, moi, je vous fais 5 minutes, vous allez voir. C'est ça que j'aime, c'est que la spiro, on peut la faire n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Même une personne qui est, je vais revenir justement sur cette notion d'adapter aussi nos sciences de bien-être aux personnes qui sont, ce qu'on appelle à mobilité réduite. Bah, une personne, même dans un siège roulant, peut faire, voilà, de la spirothérapie. Les enfants, Les enfants, les personnes très âgées ou âgées, tout le monde peut faire de la respiration consciente et contrôlée. Donc, enfin presque tout le monde. Et donc ça, c'est intéressant aussi, ce côté universel. et tu organises aussi des retraites. Je sais que tu en as Mmh. bientôt, une en Inde. Oui. Donc 2 semaines de cure ayurvédique à Kerala, sur la plage, Il y a où la tu plage, il as y a la piscine, ouais, il y a 2 heures de massage par jour surtout. le rêve, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec de la spiro, du yoga, pension complète et on rajeunit de 5 ans. Ça, c'est C'est pas ce que mal. disent souvent les gens qui viennent avec moi, c'est Hein? ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement, en 2 semaines, vous allez gagner 5 ans de vie. Mais c'est vrai, hein. Là, vous voyez, j'ai quand même des gens qui reviennent, hein. J'ai un groupe de 25 personnes. 26 personnes. L'année dernière, ils étaient 28. L'année d'avant, ils étaient 22. Donc, j'ai quand même à chaque fois une bonne vingtaine de personnes qui viennent. Pas trop non plus, donc c'est bien. On n'est pas non plus 60. Et puis, moi, c'est ce que je leur dis, ils y vont pour eux. C'est pas non plus une colonie de vacances. Donc, les gens, s'ils ont envie de s'isoler pour manger, ils s'isolent pour manger. Je vais pas aller voir, ah, ça va pas. Non, voilà, je laisse vraiment libre. C'est aussi ça. Et puis, bon, bah, le lieu est super. Enfin, moi, c'est le lieu où je me suis formé. C'est le lieu où je vais depuis 15 ans. Donc, c'est ma famille. D'ailleurs, ils me disent à chaque fois, vous faites partie de la famille. Donc, et puis, c'est les Indiens. Il y a cette gentillesse. Et puis, le Kerala, c'est ce qu'on appelle la terre des dieux. Moi, je crois même que si je pouvais, je finirais peut-être ma vie là-bas plus tard quand je serai une personne âgée parce que tout est doux, tout est bien. Enfin, voilà, il y a une espèce de paix, de vie là-bas que Paradis, j'aime vraiment. Hein? le paradis. Oui, oui, il y a une forme de paradis. Puis bon, c'est vrai que c'est une zone aussi du monde où on est dans un climat tropical un peu 24 heures sur 24. On a quand même des pluies de mi-mai, fin mai jusqu'à juin, juillet. C'est la mousson, hein, qui passe, qui commence d'ailleurs par le sud de l'Inde. Mais au-delà de ça, voilà, c'est une nature luxuriante, c'est des gens gentils, c'est une culture. Puis c'est ce que j'aime avec le Kerala, c'est que vraiment une terre de tradition. C'est quand même la terre de l'Ayurveda, c'est la terre du Kalaripayattu, qui est l'art martial indien, qui a donné ensuite les Shaolin, enfin tous les arts martiaux viennent du Kalaripayattu. C'est aussi la terre du Kathakali, pardon, qui est le théâtre ancien, le théâtre traditionnel indien, qui a donné après tous les autres théâtres dans l'Inde et puis même après le cinéma, voilà, de Bollywood ou d'ailleurs. C'est vraiment une terre de tradition. Et elle le partage d'ailleurs beaucoup avec le Tamil Nadu, hein. Parce que c'est vrai que les Tamouls aussi, d'ailleurs, les gens le savent pas, mais des fois, la langue tamoule est plus ancienne que le sanskrit. C'est pareil, le Tamil Nadu, c'est une terre aussi qui est très intéressante. Mais moi, là où je vais, d'ailleurs, c'est à la limite, hein. On est à la frontière des deux. Les Malayalam et le Tamoul sont deux langues qui sont assez proches. Les gens se comprennent assez bien. Ce qui est important, c'est cette culture-là qui d'ailleurs, est au-delà de la langue, par exemple. Il y a quelque chose de très traditionnel que j'adore. Et, enfin, moi, et puis j'aime les gens là-bas, je les trouve beaux. Je les trouve vraiment beaux. Il y a une beauté qui est, voilà, qui est au-delà juste la beauté physique. Il y a quelque chose Ouais, de c'est très beau. côté intérieur. Et tu organises aussi au Maroc des retraites et en France? Alors ouais, là les prochaines en gros, si on veut en parler, la prochaine elle est du 29 mai après l'Inde, hein. Elle est du 29 mai au 1er juin, c'est 4 jours dans les Cévennes. Donc pour les gens qui veulent pas partir, là, prendre l'avion quoi que ce soit, vous pouvez aller dans les Cévennes. C'est au domaine de Pessac, voilà, c'est le domaine en fait de Alexandre Chavoué. Alexandre Chavoué, c'est celui qui organise tous les ans au Grand Rex, la journée des expériences extraordinaires. Alors c'est quelqu'un qui travaille dans la production de télévision, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement bien organisé
extrêmement bienveillant. C'est-à-dire qu'on arrive, on est vraiment voilà, comme un petit coq en pâte. On est vraiment aimé, choyé. Tout est prévu pour nous. Enfin, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que les gens viennent pour faire une expérience extraordinaire, mais nous aussi sur le plateau, on fait vraiment une expérience extraordinaire. Mais avec les gens qu'on croise, d'un seul coup, on est 8 ensemble. On est dans une forme de stress parce qu'on sait qu'on va tous passer faire nos petits trucs et on se regarde les uns les autres, on s'écoute, on se nourrit. C'est génial. Puis surtout, c'est que Alexandre Chavot, comme il a une espèce de spectre d'ouverture très large, il est à la fois très ancré sur les médecines traditionnelles, les pratiques traditionnelles comme le yoga, mais il est aussi sur des médiums, sur des gens qui vont parler avec des défunts, dans l'au-delà et tout ça. Donc, il est vraiment dans tout ça et donc il est vraiment dans l'ouverture, dans l'espèce de compréhension de la vie et de la mort, enfin de l'être en règle générale. Et ça, c'est super bien. Et donc, ce garçon a racheté un domaine qui est donc D'accord. qui est en pleine nature, avec une rivière, avec une cascade à côté. Enfin, il paraît que le lieu est magnifique, avec des chambres qu'il a complètement refaites. Donc, c'est vraiment un très, très beau lieu. On a aussi un chef étoilé qui vient nous faire à manger. C'est 4 jours pendant lesquels, en fait, on fait toujours des randonnées dans la nature. Et puis, l'après-midi, on fait des ateliers. Donc là, c'est effectivement spécialement la spirothérapie. On pourra peut-être faire un petit peu de yoga, on verra, mais voilà. Mais l'idée, c'est plutôt de faire de la spiro. Donc, on va faire des ateliers de spirothérapie où je vais apprendre des gens des techniques, pourquoi ça marche, enfin, vraiment faire un vrai atelier technique, comme on pourrait le faire dans une forme de formation. Et puis peut-être même, c'est ce qu'on s'est dit, peut-être que pendant les randonnées, on pourra se faire des petites haltes sur une pierre dans la rivière, ou enfin dans un endroit bien précis, bien beau dans la nature, et puis peut-être se faire quelques respirations en pleine nature aussi. Donc je pense que ça va être un très beau moment, et je pense que comme dans les expériences extraordinaires, on va être extrêmement bien entouré, avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est quelque chose que vraiment c'est bien faire, c'est ce garçon. Donc ça, c'est du 29 mai au 1er juin. Ensuite, ça sera fin novembre, effectivement. Du 21 au 24 novembre, je retrouve les S Saadi à Marrakech. Alors, il faut savoir que c'est un lieu que je connais extrêmement bien parce que j'y dû aller 4 fois, et à chaque fois pour travailler. C'est-à-dire à chaque fois, à la base, c'était à l'époque avec justement le Tigre Yoga, puisque Elodie et Caroline qui a les Saadi se connaissent très bien. Et puis, ils m'ont invité une fois. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, il y a une espèce de d'étincelle qui s'est fait. Et Caroline m'a dit, écoute, on voudrait que tu reviennes. Et puis, elle m'a dit, on voudrait que tu reviennes encore et que tu reviennes encore. Donc voilà. Donc, et c'est toujours un plaisir parce que le SA10, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un lieu déjà qui est bon, qui est très, très chouette. Pareil, là, avec des gens vraiment, d'une gentillesse et puis d'une culture que j'aime vraiment. Les Marocains sont très accueillants. Oui, et puis tout le Maghreb, il y a une culture qui est quand même forte, qui vient aussi de toutes leurs racines, voilà, il y a entre les Berbères, enfin tout ça, il y a plein de choses très mélangées et qui sont puis bon voilà, pareil, quand on voit aussi cet accord qu'ont les Marocains entre par exemple les musulmans et les juifs, des trucs, il y a effectivement quelque chose que le Maroc nous montre et qu'on n'a pas forcément compris parfois. Bon après, il y a d'autres choses aussi qui sont voilà, bon, par exemple le traitement des homosexuels, pour moi ça me va pas, voilà. Donc voilà, mais après il y a pas de choses parfaites et puis Du bon et du moins bon partout. eh oui, mais en tout cas le Maroc est quand même une terre de beauté et puis même pareil, on parle de l'Ayurveda depuis tout à l'heure, la culture du Maghreb en règle générale, il y a un rapport aussi à la plante, Même il y a un rapport à la terre, aux aux huiles. huiles, les huiles de Mmh. bourrache, les huiles de ça, ouais, il y a beaucoup d'huiles aussi très très importantes. Ouais, tout à fait. Les eaux de rose, il y a beaucoup de roses qui sont faits au Maroc. Enfin, il y a cette culture de la tradition aussi qui est là, très Ouais. importante. Le Ouais. travail de la matière, on le voit dans le bois. Moi, j'adore aller au souk de Marrakech. Il y a toujours une petite boutique que j'adore. Ils font que des jeux en bois. À chaque fois que j'y vais, je fais une razzia, j'en achète plein parce que je trouve ça magnifique. Pour revenir au Saadi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 2 prix parce qu'il y a un hôtel et il y a un palace. Donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre donc selon vos bourses. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'en 4 jours, on fait une exploration de tout le lieu. C'est-à-dire qu'on va faire le restaurant traditionnel marocain, le restaurant gastronomique français, donc voilà, il y a plein de choses proposées avec des cartes et des menus très diverses. Et puis il y a 2 piscines, et puis il y a ce jardin immense. Alors il y a même un casino pour ceux qui veulent. La salle de pratique est magnifique, et puis ils ont un spa unique au monde. Vous avez une piscine ronde au centre de laquelle il y a un eucalyptus géant millénaire qui est très très beau. Et puis vous avez la salle de pratique qui est juste à côté. Et il y a aussi, et ça c'est génial à dire, le spa avec ce qu'on appelle un parcours spa, c'est-à-dire que vous avez en fait plusieurs hammams et saunas que vous pouvez faire les uns après les autres. Et moi là, en ce moment, je suis en train de mettre en place un parcours, ce parcours-là, sur lequel je vais aussi rajouter des respirations pour chaque hammam ou sauna. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, et donc vous avez des hammams à l'eucalyptus, d'autres à la rose, vous en avez avec de la glace, enfin voilà, il y a plein de choses, et donc ça c'est intéressant aussi. Donc je suis en train de rebosser là-dessus sur un vrai parcours, enfin réanimer ce parcours-là avec des respirations de spiro. Voilà, donc ça c'est ce que je vais proposer aussi, voilà. Et puis bien sûr il y a des pratiques de yoga hein, aussi là-bas, puisque c'est une belle salle aussi de yoga. Ils ont aussi
Enfin, ça dépendra du temps, mais ils ont aussi une terrasse aussi qui est très belle. Donc, ce qui est génial, c'est que c'est un lieu qui regorge de lieux. Donc, Ça donne on envie de peut faire les 3, hein, pour bah, le oui, coup. oui. Bah, donc c'est des qualités différentes. Puis il y a des gens, je Ouais. l'entends aussi des fois qui veulent pas prendre l'avion. Donc c'est pour ça que les Oui, Cévennes, c'est très bien. S'ils veulent aller prendre l'avion, mais pas trop loin, bah, on peut faire Marrakech. Et puis si on veut faire l'avion, mais un peu plus loin et que ce soit vraiment des paysans, bah, il y a l'Inde. Voilà. Donc ça, c'est un peu les 3 destinations que je propose là cette année. L'Inde, il y a encore des gens qui veulent venir, hein. C'est dans un mois, enfin, un petit peu moins d'un mois. Donc, faut se dépêcher si on veut prendre le visa, tout ça, mais c'est possible encore. Voilà. Et puis sinon, il y a les autres. De toute façon, l'Inde, c'est tous les ans, hein. L'Inde, c'est quelque chose que je vais essayer de garder au maximum parce que pour moi, c'est très puissant. Si le Saadi me repropose après aussi de revenir encore et encore, je reviendrai toujours encore parce que c'est un lieu où j'aime aller. Après, c'est vrai que voilà, moi j'ai quand même 48 ans, donc je commence à être un peu un quinquas sur le bord. Donc c'est vrai que j'aime avoir aussi des lieux un peu dans le confort. C'est vrai que le à côté chaque fois, roots, tu rajeunis de 5 ans, donc c'est tu bouges vrai. pas. Donc Mmh. Donc c'est pour ça que non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, parce que des fois, les gens me disent: «Ah, il y a un certain», je dis: «Oui, mais moi, je veux quand même du confort, je veux quand même de la qualité». Le truc un peu roots, voilà, j'ai fait ça avant, maintenant ça m'intéresse plus trop, donc j'aime bien qu'il y ait un peu de confort. Donc je sais que ça a un peu un prix, mais bon, ça dit, il y a encore des choses, il y a des choses qui restent quand même un peu accessibles. ah, C'est une expérience, une retraite, hein, c'est aussi un truc qui est un peu unique, hein, on est, oui, tout à fait. bon et puis, bon, au-delà des pratiques, moi j'aime être aussi assez présent pour les gens. Donc c'est un moment de communion, d'échange, de transmission. Enfin, il y a plein de choses qui se passent pendant une retraite. Et tu fais aussi donc des formations? Oui, alors je forme toujours à la spirothérapie. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait la formation, cette année au mois de mars. Alors je la fais maintenant tous les ans au mois de mars. C'est butoir maintenant. Et bah, c'est marrant parce que pile quand je faisais la formation, même là, juste à la fin de la formation, parce qu'elle s'est terminée le 4e dimanche du mois de mars, il y a plein de gens qui sont venus dire: «Oh, on voudrait faire la formation de spirothérapie». Je dis: «Bah, ça sera l'année prochaine». Parce que c'est vrai que les années d'avant, j'en faisais souvent 2 par an. Du coup, il y avait des groupes qui se disséminaient un petit peu. Et puis moi, ça me prenait aussi beaucoup d'énergie et je préfère aussi n'en faire maintenant qu'un seul. Donc tous les ans, ça sera au mois de mars. En gros, tous les ans, au mois de mars, vous avez la formation de spirothérapie et fin avril, début jusqu'à mi-mai, vous avez la retraite en Inde. Ça ne bougera jamais. C'est parce que c'est le meilleur moment pour moi. C'est juste avant la mousson. Il n'y a pas de moustiques. Et puis, il faut savoir qu'en fait, à partir du 1er mai, pour eux, ils considèrent que enfin, on est dans la période mousson, même si elle arrive jamais avant le 15 du mois, voire même des fois plus tard. Et du coup, ils baissent un peu les prix. Donc déjà, moi, ils me font 30, 40%, ça dépend du nombre de personnes que j'ai, parce que c'est vraiment la famille, quoi. Donc, c'est ça qui me casse les prix. C'est aussi pour ça que c'est génial, parce que vous avez quand même, alors, je sais que c'est quand même une somme, hein. En gros, si vous partagez la chambre dans le standing normal, c'est 1 400 € pour 2 semaines, tout compris, sauf le vol, d'accord? Et pour les gens qui sont dans une chambre seule avec le haut standing, on est dans les 2 200 à peu près. Donc ça reste quand même assez accessible. Enfin, pour 2 semaines, avec tout le repas, les cours de yoga, les cours de spiro, la nourriture bien sûr, et puis surtout les 2 heures de massage par jour, le médecin qui est là tous les jours, les médicaments qu'on vous donne, enfin médicaments, les plantes ayurvédiques, on La dit pension médicaments, complète? pension complète, et puis un lieu qui est magnifique, un lieu qui ressource aussi de beauté, quoi. Aussi bien humaine que même intrinsèquement, la pierre, la terre, les animaux. On a des pans aussi, des petits animaux partout. Voilà. Mais il y a pas de serpents et de trucs. Souvent les gens me disent: «Ah, mais est-ce qu'il y a des cafards? Est-ce qu'il y a des serpents?» Je dis: «Mais arrêtez, non, il y a des pans». Il faut des vaccins? Oui, est-ce qu'il faut des vaccins? Bon, alors oui, il faut l'hépatite B et l'hépatite A si possible, c'est mieux, mais bon, ouais, sinon le reste ça va, quoi. Mais bizarrement, on On est peut souvent moins malade au Kerala qu'en France, hein. Oui, on peut retrouver toutes, les informations sur, samuelganas.fr. Voilà, là on Ouais, ou retrouve, sur mon Insta aussi, samuel.ganes, que je mets souvent des stories, des machins, donc quand je fais des choses, je republie et je fais des posts aussi. Mais si vous avez pas Insta, effectivement, vous pouvez aller sur tous les 2. samuelganes.org OK. ou .fr, enfin ça marche, les 2 marchent. Tu es aussi maître de cérémonie funéraire. Alors ça, c'est très récent. En fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis, instructeur de yoga dans les centres de sport et de yoga depuis 15 ans. Et c'est vrai que depuis 15 ans, si on veut faire un peu, un bilan, c'est pas très bon. Enfin, c'est pas très bon. Si, c'est très bon parce qu'il y a plein de beaux souvenirs et je suis très content de l'avoir fait, de le faire encore et d'être dans cette transmission-là et tout ça. Mais c'est vrai que les centres n'ont pas joué le jeu. Alors, soit ils ont été fermés parce que les Covid les a tués,
hein, et c'est malheureusement le problème de beaucoup de centres, en tout cas aujourd'hui à Paris, hein, je sais pas comment ça se passe en province, mais bon, j'ai des échos aussi par des gens que je connais, donc voilà. C'est très compliqué. Le Covid a tué beaucoup. Souvent un petit feu, d'ailleurs, c'est pas souvent juste après la réouverture que ça a fermé, c'est souvent plutôt en 2022. Avec bien sûr des cours qui coûtent toujours un peu plus cher aux pratiquants, et puis des instructeurs de yoga qui sont toujours un peu moins bien payés, donc ça c'est toujours aussi un peu étrange. Et puis c'est le problème de ces coachs sportifs et de ces profs de yoga qui sont tous en auto-entrepreneuriat, donc indépendants, sans contrat, donc qui doivent malheureusement subir les aléas de ce qu'on leur dit, parce que s'ils sont pas d'accord, ils ont juste qu'à prendre la porte. Et c'est vrai que quand vous avez passé 10 ou 15 ans dans une boîte et qu'on vous dit ouvertement, si t'es pas content, tu prends la porte, ça fait un peu bizarre. On n'a pas l'impression qu'on peut pas se défendre, et en même temps, on a envie de leur dire, mais écoutez, ça fait quand même 15 ans que je bosse chez vous. Comment ça se fait qu'en 15 ans, j'ai pas gagné 1 euro de salaire? C'est quand même pas normal avec l'inflation et tout ça. Et eux, ils s'en foutent, voilà. Et c'est vrai que ce mépris-là, il est quand même assez fréquent. Et c'est fou de voir que dans des lieux où on devrait être dans le bien-être du corps, du mental, la bienveillance, eh bien, il y en a pas du tout. Voilà. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai réclamé un petit peu. On m'a plus ou moins dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. En gros, si t'es pas content, tu prends la porte. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, en fait, ouais, je vais faire ça, je crois. Je vais prendre la porte et puis moi, je vais me renouveler encore et je vais continuer à faire ce que je fais tranquillement, et je vais le faire d'une autre façon. De toute façon, au bout d'un moment, quand vous travaillez pendant 15 ans dans une boîte et qu'on vous paye pas 1 euro de plus, et qu'en fait, vos cours sont blindés et que tout le monde dit, j'adore vos cours, enfin voilà, et qu'on sait que voilà, on ramène aussi beaucoup d'argent et de considération. Et que malgré ça, on veut pas vous mettre en avant, parce que c'est ça aussi le problème de tous ces centres, c'est qu'ils veulent garder leur image à eux, et que quand ils ont des coachs ou des profs de yoga qui commencent à écrire des livres, avoir une personnalité, un nom qui sort, qui passe à la télé, qui passe en radio, ils trouvent ça cool parce que voilà, mais en même temps, ça leur fait un peu d'ombre, donc ils aiment pas trop ça, quoi. Ils aiment quand même que les gens viennent dans le centre pour le centre et pas pour tel ou tel instructeur ou prof. Donc il y a une espèce de considération un peu méprisante au bout d'un moment qui fait que on se dit, en fait, merde, en fait. Je pense que quand on a 20 ou 30 ans, on peut dire, ok, ça me va. Quand on a 30-40, on trouve ça un peu dérangeant. Quand on arrive comme moi, pratiquement à 50 ans, on dit en fait fuck. Et je me demandais comment je pouvais me renouveler, qu'est-ce que j'avais envie de faire d'autre, et ça fait quand même 3-4 ans que j'étais très attiré par effectivement le fait d'être maître de cérémonie funéraire, parce que j'ai eu des gens qui sont partis autour de moi, à commencer par mon père, mais aussi d'autres personnes, mes grands-parents, enfin voilà, il me reste encore une grand-mère quand même, mais voilà, et des gens aussi chers dans ma vie qui sont partis. Et puis je me suis toujours dit, mais c'est pas super quand même comment c'est fait tout ça. Donc mais quand on en parle, hein, entre nous, les gens du funéraire, souvent c'est à cause de ça. C'est souvent on a tous vécu et d'ailleurs c'est très marrant parce que les gens qui vivent dans le funéraire, souvent ils ont 1 ou 2 parents qui sont plus là. Quand je dis parents, c'est père ou mère, voilà, direct. C'est quand même quelque chose qui nous touche, et on se dit, mais comment on pourrait faire pour que ça s'améliore? Donc voilà. Et en fait, l'année dernière, il y a un centre de sport dans lequel je travaillais qui a fermé, un de plus. Donc j'ai perdu encore des cours que j'avais regagnés parce que j'en avais perdu avec des centres qui avaient fermé avant. Donc c'était pareil, c'était ça aussi qui me fatiguait. Je dis, putain, il va falloir encore que je me batte pour trouver encore des nouveaux lieux, et donc je me suis dit, j'ai plus envie de jouer à ça trop longtemps. Et puis la précarité aussi, la précarité du statut d'auto-entrepreneur. On n'a pas de congés payés, on n'a pas de mutuelle qui vont avec, on n'a pas de considération, on peut être viré du jour au lendemain juste parce qu'on a dit un mauvais mot, donc on est obligé de rester toujours d'écart, c'est-à-dire qu'on peut même se faire insulter, se faire crier dessus, on doit baisser la tête, voilà. Donc on doit être des bons petits chiens, et moi c'est pas dans ma nature. Donc j'ai été le bon petit chien pendant 15 ans, j'ai souvent rongé mon frein, et là j'ai dit stop, en fait, faut arrêter, t'es en train de te faire exploiter, en fait, c'est plus possible. Et c'est pas bon pour son dosha. Oui, c'est bon, mon de chat. Non, mais voilà, au bout d'un moment, il faut se respecter. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. J'ai fait un post là-dessus qui a été très liké, mais je dis au bout d'un moment, j'ai voulu me respecter, en fait. Et puis j'ai voulu faire attention à ma santé mentale. C'est marrant. Donc, en gros, j'ai fait ma formation l'année dernière, au printemps dernier. J'ai fait mon stage cet été. J'ai fini. J'ai été diplômé à l'automne avec mention, et j'ai signé un CDI au 1er octobre. Voilà. Et donc au 1er octobre, j'ai lâché tous les centres où je travaillais, et j'ai dit, maintenant, je suis à 35 heures dans une agence funéraire. En l'occurrence, je suis au PFG dans le 93 à Bobigny, où je suis très heureux parce que j'ai aussi une population autour de moi, des collègues qui sont des gens remarquables. 93, en fait, c'est une faune, je veux dire, qui est super intéressante, parce que vous rencontrez des gens avec des cultures très différentes, et tout ça se mélange en une espèce de bienveillance, de considération à l'autre, qui est vraiment, qui me plaît beaucoup, qui me fait grandir, qui me fait tirer vers l'eau, parce que du coup, j'apprends des choses. Et moi, j'aime ça, en fait, qu'on me transmette des choses. Et puis, vous travaillez vraiment d'ailleurs, quand on me demande aujourd'hui ce que je fais, je dis, moi, je fais de l'aide à la personne en deuil.
voilà, de l'aide à la personne en situation de deuil. Tu es encore dans l'accompagnement. Exactement. Et ce que j'aime aussi dans dans ce nouveau métier, parce que je dis bien nouveau, c'est que c'est un couteau suisse, le conseiller funéraire. En fait, les gens se rendent pas compte, mais même le milieu du funéraire, c'est un milieu de fourmis. En gros, quand vous avez perdu quelqu'un, vous allez dans une agence funéraire et vous êtes en contact avec le conseiller funéraire ou la conseillère funéraire qui va voir avec vous ce que vous voulez faire, qui va vous faire un devis, qui va vous dire ça coûte tant. Et une fois qu'elle vous dit c'est OK, vous signez. Sauf que vous voyez pas tout ce qui se passe derrière. Parce que qu'est-ce qui se passe? Par exemple, le conseiller funéraire, il va appeler ce qu'on appelle son planning. Donc, c'est des organisateurs qui vont mettre en place les équipes de porteurs, parce qu'il faut des gens pour porter les cercueils, de chauffeurs, de corbillards. Donc, tout ça, ça se met en place. On va lui dire ça part d'un point A à un point B, donc de tel hôpital ou telle maison funéraire, en passant peut-être des fois par une église, et puis après ça va à tel cimetière ou à tel crématorium. Et puis voilà, et puis après il y a les gens du crématorium, il y a les gens de la maison funéraire, il y a les thanatopracteurs qui font donc les soins de conservation parfois sur les défunts quand on le demande. Il y a les marbriers dans les cimetières aussi, c'est aussi ça fait partie aussi de l'équipe. Donc Imagine pas. Ouais, non, terrible. quand vous en fait, parce que souvent les gens disent: «Ah ça coûte cher» et je leur dis: «Non, en fait». Parce que là, effectivement, vous voyez 5 000 €, mais derrière 5 000 €, c'est pratiquement une cinquantaine de personnes qui travaillent et 50 personnes, même vous leur prenez 1 heure de votre temps, ce qui est pas souvent beaucoup plus, 2-3 heures, vous les payez juste 100 €, mais 100 € multiplié par 50, ça fait 5 000. Mmh. Donc, et en plus avec les charges qu'on a en France et tout ça, voilà. Et donc c'est ça que j'aime aussi dans ce métier, c'est-à-dire que je dois recevoir les familles avec la bienveillance qu'il faut, la compréhension aussi de chaque personne, que chaque famille est différente, chaque individu est différent, puis son rapport au défunt est différent. Il y a des gens qui en ont rien à foutre, ils viennent juste là parce qu'il faut le faire. Il y en a au contraire qui sont très affectés, c'est très compliqué pour eux. Donc voilà. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la psychologie du deuil, c'est-à-dire que les personnes sont normalement, alors il y a plusieurs considérations de ce qu'on appelle le parcours psychologique du deuil. Mais en gros, dans les grandes lignes, d'abord c'est le déni. D'abord c'est ah non, c'est pas possible. Bon, ça passe, ça peut être quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, mais en gros le déni c'est assez court. Juste après, c'est celui-là selon nous quand on se prend en pleine tête, c'est la colère. Les gens qui sont en colère. Et il faut savoir que, et c'est ça que j'aime aussi, c'est que le conseiller funéraire, il doit travailler sur lui pour recevoir des gens qui sont en colère sans s'en prendre à eux. Il doit s'en prendre plein la gueule, mais en essayant toujours de rétrograder les choses pour travailler donc. Et ça, c'est pareil, la colère des gens, vous la considérez, les gens sont en colère pour différentes choses. Donc vous allez essayer de capter quelle est la colère qu'ils ont et quel style de personne ils sont. On peut venir à l'Ayurveda, hein, c'est plutôt des Vata, des Pitta, des Kapha. Et, et alors quand c'est Pitta, c'est des très colériques. Hein. Et donc du coup, vous essayez de cerner ça et de répondre en fonction de ça. Donc c'est vraiment aussi un travail de l'humain. Et d'ailleurs, il y a aussi toute cette dimension spirituelle anthropologique, parce que vous allez recevoir, moi dans le 93, j'ai des gens qui sont sikhs, qui sont musulmans, qui sont juifs, qui sont chrétiens, qui sont athées, ou qui ont pas de religion définie, mais qui ont quand même une certaine forme de spiritualité, ou qui n'en ont pas, mais le défunt en avait, donc il faut aller à l'église. Voilà, donc il y a tout ça, ce qui est intéressant, parce que la volonté reste quand même la volonté de la défunte ou du défunt. Et donc c'est vraiment un travail minutieux, humain que j'aime beaucoup. Il suffit qu'une personne merde sur un truc, ça va entraîner sur tous les autres. Donc, il faut essayer de rattraper, parce que ça peut arriver, on est des humains aussi parfois. Donc, pour que ça se passe au mieux et que limite les familles ne le voient pas, des fois quand il y a eu un problème, ça peut arriver. On essaie de le réparer, puis des fois tout se passe bien, hein, heureusement quand même. Voilà, des fois on va coller des photos en porcelaine sur les tombes parce que ça nous le faire. Ah bah, Voilà, on va. c'est possible, choisir la musique, il y a Alors plein de voilà, choses. alors ça après il y a aussi effectivement le maître de cérémonie. Donc comment on va en gros, rendre une forme d'honneur à la personne défunte tout en rendant une forme d'honneur aux gens qui sont encore vivants, parce que c'est ça, on s'occupe à la fois de la personne qui part, mais aussi des gens qui restent. Et ça, c'est important. Et moi, d'ailleurs, quand je suis maître de cérémonie, je le dis aux gens. Je dis, voilà, vous avez pris un temps aujourd'hui pour une personne qui est partie. Et bien maintenant, dans les heures à venir, essayez de prendre du temps pour les gens qui restent. Pour vous en premier, voilà, parce que c'est avec ces gens-là qu'on vit. Hein. On peut vivre avec ses morts et ses fantômes, mais au bout d'un moment, il faut aussi vivre avec les gens du vivant. Donc ça, c'est important. Puis voilà, on voit l'intime des gens parce qu'il y a des choses qui se dévoilent, il y a des choses qui se disent, il y a des gens qui se confient. Donc c'est vraiment un travail anthropologico, sociologico, humain et qui est très beau. C'est vrai que les gens souvent me disent ah, des croque-morts. Ouais, voilà, classique. Ah, t'es croque-mort? Ouais, ben non. Euh, et c'est vrai que bizarrement, bah, le milieu du funéraire, c'est pas un milieu de la mort, c'est le milieu de la vie, vraiment, des vivants face aux morts. Puis bon, c'est vrai qu'il y a toujours aussi toute cette dimension qui peut être spirituelle, qui peut être fantastique, hein, parce que bien sûr, il y a toujours
sur des légendes, des machins. Nous, par exemple, on est à Bobigny, on a une petite maison dans Bobigny, on dit que souvent il y a un fantôme qui est dedans. Le premier lien que j'ai avec le milieu funéraire, c'est quand j'étais tout petit, parce que les mercredis après-midi, on n'avait pas école. Nos grands-parents allaient du coup sur les tombes des arrière-grands-parents, donc nous, on suivait tranquillement. Et je me rappelle toujours quand ils allaient prendre l'eau avec les trucs, moi, je me faufilais et j'allais toujours au carré des enfants. Et c'était un truc, en étant gamin, qui me fascinait, c'est de regarder les tombes des enfants et de voir les photos des enfants. Et peut-être que je sais pas, à l'époque, j'avais comme une espèce de communion avec ces enfants-là. Je sais pas, je saurais pas dire. Il paraît que je marchais des heures à travers ça, que je m'arrêtais, je les regardais, voilà. Tu étais peut-être prédestiné à ça et c'était ton chemin de vie. En tout cas, c'est vrai que ça m'a amené cette nature de thanophile. Alors, j'ai une amie qui s'appelle Sonia qui, elle, m'a dit, ça y est, je sais ce que je suis thanophile. Parce que c'est une amie, dès qu'elle vient à Paris, on va au Père-Lachaise, on va à Montparnasse, on va à Montmartre, donc les trois grands cimetières. Il y en a plein d'autres encore, hein, mais c'est les trois grands cimetières, surtout Père-Lachaise qu'on adore. Et moi, je peux me balader dans un cimetière parce que j'adore. Déjà, c'est un parc en lui-même la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a des arbres, il y a une faune. Il faut savoir que, par exemple, dans Père-Lachaise, vous avez plein d'oiseaux, vous avez des renards aussi. Et puis c'est une espèce de cité dans la cité, hein, un cimetière, surtout le Père-Lachaise. Hein, c'est quand même, il y a des mausolées, c'est des petites maisons. Enfin, il y a des choses qui sont magnifiques, qui sont gravées. Et puis c'est une beauté. Moi, je trouve c'est beau les cimetières. Et souvent les gens disent ah ouais Paris, ça manque de parcs. Bah, allez dans les cimetières, vous verrez, c'est des parcs vivants. Après, faut aimer. Mais bon, l'avantage aussi, c'est qu'il y a des gens connus dans le. Il y a Morrison, il y a Piaf, tout ça à Père-Lachaise. On a France Gall et Michel Berger ou Dalida à Montmartre. Puis des fois, il y a aussi des très vieilles tombes. Moi, la vieille tombe me fascine aussi. Des tombes où la dernière personne qui a mis en terre était en 1860. On dit waouh, c'est pratiquement il y a 2 siècles. Enfin, et ça dit plein de choses. Et puis j'aime aussi les arbres dans les cimetières. Ils sont des arbres qui fleurissent juste au-dessus des tombes. Je trouve ça très beau. Donc c'est ce qu'on appelle les thanophiles. Voilà, faut savoir que les gens qui aiment les cimetières, enfin qui aiment les cimetières et les attraits à tout ce qui est funéraire, c'est ce qu'on appelle des thanophiles. Thanatos, c'est la mort. Est-ce que tu aurais 2 citations ou un mantra préféré à nous partager? Il y a une citation de Virginia Woolf que j'aime beaucoup qui est nul n'est complet en lui seul. Nul n'est complet en lui seul, parce que je crois que c'est vrai. Même si, alors moi j'adore la solitude. Hein. Je comprends pas quand les gens disent ah je suis seul, je suis pas bien. Moi j'adore être seul. Bon, bah, ça c'est le truc de l'auteur. Hein. On aime bien être face dans notre bulle, dans notre cocon, parce qu'on est face à notre monde imaginaire et à nos fantômes et tout ça, donc on n'est jamais vraiment seul. Mais du coup, je crois que malgré ça, on a quand même besoin de l'autre. Déjà d'une pour avoir le regard extérieur, parce qu'on n'existe pas vraiment si on n'a pas l'autre en face. Et donc du coup, nul n'est complet en lui seul. C'est que je pense que oui, on peut pas se compléter par soi-même. Même si les gens avec un ego surdimensionné le pensent, je pense qu'ils sont totalement à côté. On ne vit qu'à travers aussi les autres, parce qu'il y a la transmission, il y a le partage. Et puis d'ailleurs, on le sait, la sérotonine, par exemple, cette hormone du bien-être, qui est donc la hormone qui régule les humeurs, elle arrive quand on fait un dîner à plusieurs, quand on fait des jeux de société, quand on fait des choses ensemble, quand on est dans le partage. Et c'est vrai qu'autant j'aime être seul, mais par exemple, j'irai jamais au cinéma seul. Moi, j'adore voir un film, dire qu'est-ce que t'en as pensé ça et ça à ce moment-là, qu'est-ce que t'as échanger les points de vue, ça, moi j'adore. Je pense que voilà, nul n'est complet en lui seul, c'est quelque chose que je trouve très très beau, très fort et qui résume, je trouve, bien la vie, en fait, en règle générale, la vie de l'humain, hein, j'entends. Est-ce que tu as un livre que tu nous recommandes? Alors bon, je vais pas parler des miens, hein, ce serait trop nul. Il y a plein de livres. Bah, j'ai cité Virginia Woolf, j'aime beaucoup Virginia Woolf, mais allez, un truc plus accessible. Donc moi, ce que je conseillerais peut-être aux gens, parce que c'est accessible à tous et puis en même temps c'est ce que je préfère, c'est les contes. On a Henri Gougaud. Henri Gougaud, c'est un des plus grands compileurs de contes. Hein. Donc lui, voilà, donc ça c'est l'arbre à soleil. Je crois qu'on a l'arbre amour. Là, enfin, il y a plein d'arbres. Hein. Lui, il est très dans les arbres. Donc voilà, et donc ça c'est des compiles de contes. Voilà, donc vous avez des contes qui font 2-3 pages parfois. Alors il y en a 300 ou 200 à chaque fois dans ces recueils. Et puis des fois un conte on peut le commencer, puis après on se dit oh, ça me plaît pas, hop je passe au suivant. C'est pas grave, vous avez sauté 3 pages et voilà. Donc il y a et je trouve que du coup c'est très en lien avec le cerveau d'aujourd'hui où du coup on est obligé de tu vois d'aller vite, voilà. Et en même temps d'avoir quand même une vraie histoire avec quelque chose. Et puis c'est la vraie littérature quand même. Est-ce que tu as un film qui t'a marqué? Un de mes films cultes, c'est The Hours, que j'adore, qui est sur 3 générations, 3 femmes. Il y a d'ailleurs Virginia Woolf, qui est jouée par Nicole Kidman. Il y a Meryl Streep dans le temps d'aujourd'hui. Et ce personnage de cet homme qui est homosexuel, qui donc atteint du sida, en face un peu difficile. D'ailleurs, bon, je vais pas dire tout le truc, parce que c'est idiot si les gens l'ont pas vu. Mais ça parle aussi du poète. La place du poète, qui est un espèce de personnage maudit dans la société, mais alors, ça rejoint les prophètes des religions, tout ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans une forme de
de destin difficile ou de souffrance, mais qui, par cette souffrance, par ce destin difficile, vont ressortir des choses qui vont être utiles à la société. Soit pour donner un exemple, soit pour nous donner des vérités sur la vie. Et donc, ouais, The Hours, c'est un très très beau film. Mais aujourd'hui, là pour un film récent que j'ai adoré, c'est Flow. Le petit chat qui n'avait plus peur de l'eau. J'adore ce film d'animation, j'ai été le voir plusieurs fois. Et il n'y a pas un seul mot, c'est que des animaux. En fait, c'est sur un monde un peu apocalyptique où le monde partout. Et donc, on a ces animaux là qui sont isolés. Et c'est drôle, c'est mignon, c'est attachant, c'est poétique, c'est philosophique. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Après toutes ces années de pratique et d'accompagnement, qu'est-ce que la vie t'a appris? Rien. Rien du tout, voilà. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle m'a appris? Heu, Qu'il y a des gens différents, que je crois que c'est ce que j'aime avec l'Ayurveda par cette espèce de compréhension, justement que les gens peuvent être un peu différents, c'est que parfois, il y a des gens avec une certaine forme de un trait de caractère qui peut des fois vous dire: «Ah putain non». Voilà et plutôt que dire: «Ah putain non», c'est: «Ah OK, OK, bon, je comprends, je sais ce que c'est ça. Allez, OK». Donc ça apporte une forme de bienveillance, pas de j'en foutisme, mais vraiment de bienveillance par la compréhension. Moi, ce qui m'embête un petit peu parfois aujourd'hui, il y a 2 choses qui m'embêtent vraiment dans le milieu du bien-être et même du sport, enfin de tout ce truc-là qui est développé. La première, c'est de dire aux personnes: «J'ai un truc, c'est super pour tout le monde». Ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'Ayurveda nous le dit bien, chaque personne est différente. Alors bien sûr, boire de l'eau chaude le matin, c'est bien pour tout le monde. Faire des bonnes nuits, c'est bien pour tout le monde. Manger équilibré, et encore, faut voir ce que ça veut dire l'équilibre selon les personnes, c'est bien pour tout le monde. Mais là, la méthode miracle qui vient à tout le monde, déjà pour moi, déjà quand on commence comme ça, pour moi, c'est caduque. C'est-à-dire pour moi, déjà, je me dis, bon, la personne, elle n'a pas réfléchi sur son travail de thérapeute ou d'assistanat en bien-être, donc déjà, elle n'a pas compris le truc. Pour moi, la vraie méthode, c'est la multiméthode pour différentes personnes. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que je trouve pas forcément très bon, et c'est marrant parce que j'ai été assez honoré parce que les éditions Erol ont demandé à un auteur de chaque catégorie, donc bien-être, technique, roman, de venir faire une vidéo pour les 100 ans d'Erol, et j'ai été choisi pour le bien-être. Donc j'étais très honoré. Donc j'ai fait, et on m'a demandé que c'était pour moi Erol, donc j'ai dit le partage devrait être bientôt diffusé parce que là je vois qu'ils ont déjà diffusé le roman et le technique, donc je pense que bien-être va pas tarder, enfin dans quelques jours ou semaines en tout cas. Et et en fait, c'est ce que je disais parce qu'on m'a demandé un petit peu si j'avais une anecdote par rapport au livre ou quoi. Et ça m'est arrivé souvent. Il y a une chose qu'un jour on m'a dit et que je trouve très belle. On m'a dit: «Ce qui est dommage dans le bien-être, c'est que souvent quand les gens font des vidéos, des choses comme ça, ou même là quand ils parlent», d'ailleurs moi je l'ai vérifié avec un autre podcast où je parlais des douches. Ah, les douches qu'il faut, quand est-ce qu'on peut prendre sa douche, plutôt le soir ou plutôt le matin? Et c'est une vidéo qui n'arrête pas sur Instagram d'être commentée, likée, et donc pratiquement tous les 2 jours, je vois un commentaire qui passe parce que bien sûr j'ai été identifié dans la vidéo, où on me dit: «Ah ben non, ça c'est pas bien. Ah mais moi je trouve, ah mais pourquoi il parle de lui, 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 lui?» Et en fait, c'est ce que j'ai à chaque fois. Moi, je parle pas de moi, je parle des transmissions des bien-être de l'Ayurveda. J'ai rien inventé, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à travers ces vidéos, les gens en fait prennent souvent des conseils de bien-être comme des injonctions. Vous devez faire ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens effectivement le font comme ça. C'est pour ça que la morning routine, c'est un peu là-dedans, c'est ah, le matin, tu dois faire ça, 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 ça. Ben non. Et en fait, une personne m'a dit, c'est marrant parce que quand ça passe à travers le livre, c'est plus une proposition qu'une injonction. C'est-à-dire qu'en fait, on sent les choses plus comme une forme de proposition. On dit qu'on peut le faire, on peut essayer. Ben, si on n'y arrive pas ou si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas. Ça n'a pas le même rapport qu'une personne comme là qui parle dans un podcast, dans une vidéo, qui vous dit ah bah ce qu'il faut faire c'est ça. Voilà, ça c'est une injonction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce monde qu'on a, on essaie de libérer la parole, on essaie de libérer les personnes, de reconnaître aussi justement les formes de domination. L'injonction c'est plus possible. Et donc ça serait un truc qui serait très intéressant que les gens, alors là je vais faire une injonction du coup, mais les personnes qui sont dans le bien-être, peut-être considèrent et se disent: Faut peut-être que je revoie ma façon de parler sur mes vidéos et tout ça», parce que en fait, effectivement, la façon dont je fais, c'est toujours des injonctions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'éloignent du bien-être à cause de ça. En plus aussi du côté un peu circus pour le yoga, c'est-à-dire qu'on vous montre des styles de yoga qui sont faits par des gens hyper flex, ou qu'on fait une vie de danseur, machin, ou des choses qui sont très difficiles à faire. Et en fait, le yoga, c'est pas ça, c'est pas de la performance, c'est pas, voilà, c'est juste une pratique de bien-être qui fait du bien. Et moi, là, par exemple, mes collègues du funéraire, on a une salle de sport qui s'est ouverte en face. On y est allé, il y a un endroit où on peut faire du yoga. Donc moi, bien sûr, je vais faire du yoga. Hein, voilà. Et mes collègues sont venus me dire: «Ah, on peut le faire avec toi». Je leur ai montré les salutations au soleil. Donc, putain, moi j'ai des problèmes de dos, mais c'est vachement bien, ça fait du bien, on le sent tout de suite. Oh, c'est super fort. J'ai attendu qu'ils viennent vers moi, ils ont essayé, voilà.
Et ils se sont rendus compte que le yoga, c'est pas le yoga qu'ils voient sur Instagram, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment une pratique qui fait du bien au corps. Et c'est pas un truc de performance. On essaie de se mettre sur les mains ou de faire une photo Instagrammable. Les gens viennent au yoga ou à l'Ayurveda, enfin, toutes ces séances de bien-être, ils y viennent s'ils doivent y venir. S'ils viennent pas, c'était pas fait pour eux dans cette vie-là. Peut-être que s'ils croient à la réincarnation, dans la prochaine vie, ils y viendront ou pas. Après, il y a plein de façons. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de yoga, de Ayurveda, qui font de la natation, qui vivent très bien, ou qui font de la course à pied ou d'autres choses. Il y a plein de pratiques qui font du bien aux gens. Donc, s'ils font pas celle que vous proposez, c'est pas grave, du moment qu'ils en font une dans leur vie, qu'ils sont bien dans leur vie. Du moment qu'ils bougent, c'est ça qui est important. Du moment qu'ils font quelque chose qui leur font du bien. Et puis, et c'est ça que dit aussi l'Ayurveda, c'est qu'on n'est pas tous faits pour vivre la même vie. En règle générale, les Vata, ils ont des vies très intenses, mais beaucoup plus courtes que les Kapha, qui ont une vie un peu plus ennuyeuse, mais beaucoup plus longue dans la longévité. Un Kapha, s'il évite l'obésité, normalement, il a une longévité qui est très très longue. À l'inverse, le Vata, qui a un rythme cardiaque très rapide, donc tout suce beaucoup plus vite parce que tout est rapide en lui, il vit peut-être un peu moins longtemps. Mais par contre, il va faire 3 fois plus de choses, voire même 1000 ou 30 000 fois plus, parce que c'est un hyperactif, donc il crée beaucoup, il écrit beaucoup, il est très productif. Et il faut peut-être savoir que oui, il y a peut-être des gens qui sont peut-être faits pour être moins longtemps sur Terre, mais qui vont faire plus de choses, puis d'autres à l'inverse. Et c'est aussi comme ça parfois qu'il faut voir les choses, parce que c'est ça la vie. On n'est pas tous faits pour avoir les mêmes styles de vie, les mêmes longévités, les mêmes actions dans la vie. C'est ce qui fait notre diversité, la beauté aussi de la vie, quoi. Écoute, t'es vraiment passionnant. Bon, il y a plein de gens passionnants. On a des podcasts de plus en plus intéressants et voilà, où on peut échanger aussi plein de points de vue. Parce que là, moi, je vous donne ceux de la culture védique, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres cultures qui sont intéressantes. Mais ce que j'aime, et je finirai peut-être là-dessus, c'est que la culture védique, c'est quand même une culture très ancienne, qui est très en lien avec les Védas. Moi, souvent, quand je fais des conférences, je demande aux gens, et je pourrais peut-être finir là-dessus, qu'est-ce qui est sacré dans votre vie? Essayez de trouver 5 choses qui sont pour vous sacrées dans votre vie. Qu'est-ce qui est sacré? Où est-ce qu'on peut ramener du sacré aussi dans sa vie, dans les choses autour de nous, ou dans les êtres aussi autour de nous? Ça, c'est intéressant. Voilà. Puis peut-être même votre considération du sacré. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, sacré? Merci beaucoup. Écoute, j'espère te voir très vite lors d'une retraite ou à l'occasion de prochains livres. Et c'était vraiment un plaisir et un honneur que de t'avoir sur ce podcast. Mais c'est réciproque. Merci beaucoup en tout cas. Et prenez soin de vous du coup, ce que je dis souvent. Oui. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres. C'est important. Merci. À très vite. À très vite. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.